Bonsoir et bienvenue à ce dernier ciné-débat de la saison. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir me démasquer puisque je suis assez loin de vous. Ce sera le cas de nos intervenants aussi qui seront à la chaire ce soir. Donc ces ciné-débats, je vous le rappelle, sont organisés en partenariat avec Calédonia, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le Cressica, Blue Green Productions et le WWF Nouvelle-Calédonie. Cette année, il était prévu de les organiser en duplex avec l'Amphi 80 de l'antenne de Baco à Koné, mais depuis le début de la crise sanitaire et l'obligation, la mise en place du pass sanitaire, nous ne pouvons plus le faire parce qu'il n'y a pas assez de personnel à Baco pour vérifier le pass. Donc on est vraiment désolé pour la population du Nord, mais j'espère que ça va changer pour l'année prochaine. Je vous précise que la soirée est filmée dans son intégralité et qu'elle sera diffusée sur Calédonia le samedi 4 décembre à 10h et à 14h. Puis elle sera disponible en replay permanent sur le site de la chaîne et de la chaîne YouTube. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur la page Facebook Empreinte NC, on vous donnera toutes les informations. Ce soir, nous allons parler du sujet de l'économie soutenable ou l'économie de la transition. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste exactement? Une économie gagnante pour l'homme et gagnante pour la nature, est-ce possible? Quels sont les potentiels en Nouvelle-Calédonie et les secteurs à favoriser? Et comment créer les conditions de passage vers cette économie de la transition? Nous avons avec nous plusieurs intervenants ce soir pour en parler, mais je vous les présenterai après la diffusion de l'émission que nous allons vous projeter tout de suite et qui dure 26 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, un petit peu plus, 27. Un quart des émissions mondiales de carbone sont dues à l'agriculture. Il existe pourtant des techniques agricoles pour réduire ces émissions, mais également améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de l'ensemble des utilisateurs de la terre. Alors, on va planter l'igname. Alors écoute, moi c'est ma première fois, j'ai jamais planté un igname de ma vie, donc il faut que tu m'expliques tout. Donc, je vais te montrer comment mon collègue de l'île des Pins m'a expliqué comment le planter. Donc on va prendre le bout d'où sort la liane. Ok, donc Tu peux là. le voir ici. Okay. On va l'incliner légèrement vers le bas. Et on enfonce notre igname vers le bas dans le sol. Ok. Donc, on recouvre. là tu vois, on va être sur des. Voilà, on recouvre. Okay. On va être sur des petits ignames ici qui sont destinés à la semence. Ok. Tu vois, à peu près écartés d'une main entre les deux. Et on va les planter en quinconce. D'accord. Voilà. Parce qu'après ils vont être attachés sur notre support ici avec un fil. Alors ici, Michael, on est dans un champ d'agroforesterie et on dit que ce système d'agriculture est un système à énergie positive. Pourquoi? Alors effectivement, c'est un système où les arbres vont produire l'engrais, ils vont produire de l'eau, et c'est juste que nous on considère que chaque feuille est un panneau solaire qui transforme l'énergie solaire en matière. Et après, toute la question, tout le travail de l'agriculteur, c'est comment transformer cette matière en éléments comestibles pour l'homme, du tubercule, du légume, du fruit. Donc dans ce champ, on plante des légumes avec des arbres, on n'arrose pas et on ne met pas d'engrais. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors quand je dis que j'arrose pas, c'est-à-dire que je vais utiliser peut-être 10% de ce qu'utilise un autre agriculteur pour faire la même quantité sur la même surface. Et donc nous, on va juste arroser si on est en saison sèche au début de la culture. Et après, il n'y a plus du tout d'arrosage. Par exemple, tu verras tout à l'heure des tomates qui n'ont pas reçu une seule goutte d'eau d'arrosage. Donc si j'ai bien compris, dans un champ d'agroforesterie, les arbres jouent le rôle d'une véritable centrale énergétique donc qui capte du gaz carbonique, qui libère de l'oxygène et qui contribue en symbiose avec les plantes et le paillage à produire et à stocker de l'eau dans le sol. Mais j'entends également qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans ton champ. Il y a beaucoup de biodiversité également? C'est exact. Donc on a pu répertorier 15 espèces d'oiseaux différentes, la plupart endémiques. Je crois que c'est 13 sur les 15. Un peu plus d'une dizaine d'espèces de lézards qui sont arrivés tout seuls, sans compter la biodiversité microbienne qui, dans les dernières analyses de sol qui ont été réalisées avec le département de biologie de l'université, ce champ-là est le champ qui a la plus grosse diversité microbienne
de Calédonie. Mais quand tu es arrivé ici, Michael, il y a 4 ans, ce n'était pas du tout le cas. Cette terre, elle était classée impropre à l'agriculture et il n'y avait absolument rien. C'est exact, c'est-à-dire que c'était classé comme terre à vache pour le bétail. Tu vois, c'est l'argile dure comme la glaise Ouais. qui se fissure en saison Très sèche. sèche. Très sèche ou qui devient une boue en fait, où il n'y a pas d'air, rien du tout, en saison humide. Et toi, tu en as fait un champ d'une richesse incroyable où tu produis de plus en plus chaque année. Exactement, mais c'est même plus que ça, parce que j'utilise de moins en moins d'efforts, donc de l'humain, de l'eau, de l'engrais, pour une production qui augmente. Effectivement. En 4 ans, chaque année, tu as augmenté ta production de combien? En 4 ans, je suis passé de 1,5 tonnes la première année, 5 tonnes la deuxième, 15 la troisième, et maintenant je suis à 20 tonnes la quatrième année, toujours sur la même surface. Et tu ne vas pas t'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. C'est assez bluffant quand même, hein, parce que donc plus tu avances dans le temps et moins finalement tu as de travail à fournir, parce que l'essentiel de ton travail au départ, c'est planter des arbres. C'est ça. Exact. En fait, l'essentiel du travail de l'agriculture et de l'agriculteur, c'est de créer le contexte pour la tomate. C'est-à-dire que moi, je ne plante pas de la tomate. En fait, on crée une forêt qui est bénéfique pour la tomate ou bénéfique pour le plant d'igname. Donc c'est le contexte sur lequel on travaille. D'accord. Alors un contexte qui produit des tomates absolument extraordinaires. Alors effectivement, tu dis qu'il y a beaucoup d'oiseaux, ça justifie la présence de ces filets. Exactement. Hein, voilà, je préfère amener ma tomate à maturité sur pied ouais, et la protéger des oiseaux. Là, tu vois une cœur de bœuf. ouais, oh, c'est des tomates qui sont délicieuses. Et à Oh, côté, mais celle-ci, elle est énorme. on va sortir une tomate plissée de Russie. Tu as combien de variétés de tomates dans ton champ? Et bien, en tout, j'en ai 80. Incroyable. Et est-ce que tu arrives à en vivre de ce champ, Michael? Alors oui, tu vois, au bout de 4 ans, on est viable. Non seulement on en vit, mais donc j'ai ma femme et moi, 3 employés. Donc tu emploies 5 personnes au total sur un champ d'1,5 hectare et tu fais vivre ces 5 personnes. Et tu as pour objectif d'embaucher aussi à l'avenir? Et je pense que je vais garder le cap, vu l'agrandissement des surfaces, d'une embauche par an. Oui, parce que le principe de l'agroforesterie, c'est qu'avec le temps, tu produis de plus en plus. Je produis de plus en plus. Et du coup, dans ce champ-là, tu vois, on se focus sur le paillage. La plantation, on la récolte. Le reste, le désherbage, s'occuper de l'engrais ou s'occuper des maladies ou des ravageurs, des insectes, c'est pas mon problème. Ça, c'est le système qui s'en Oui, charge, c'est ça. ce qui me libère du temps pour pouvoir faire d'autres nouvelles surfaces. Alors, quand même, au départ, il y a un petit secret pour lancer la machine, pour que voilà, un jour on ait cette forêt extraordinaire sur une terre qui était impropre à la culture. Exactement, mais c'est un peu l'image de l'arbre, c'est-à-dire que tout est dans la graine. Donc je t'invite à aller à la pépinière. Ok, allez, on y va. Voilà Elisabeth, je te présente Nathalie. Bonjour. Donc là, elle est en train de préparer les arbres pour préparer le sol pour les légumes ou les fruits qu'on va manger. Et alors, tu prépares ça comment? Qu'est-ce que tu fais exactement, Nathalie? Bah là, je suis en train de mycorhizer en fait les jeunes plants. Mycorhizer, c'est-à-dire? Un mycorhizer, c'est qu'en fait, tu as des champignons qui sont symbiotiques, donc qui sont vraiment attachés aux racines. Ils sont même dans les cellules des racines. Et ces champignons-là, en fait, on ne va pas laisser le hasard faire. Parce qu'il y a des chercheurs qui nous ont isolé des champignons calédoniens qui sont efficaces pour l'agriculture. Et donc du coup, on utilise ces champignons qui sont cultivés par une entreprise qui s'appelle Aura Pacifica et qui nous permettra en fait d'améliorer notre sol et de passer l'énergie des arbres vers les légumes. C'est un peu l'internet du sol. Donc ça, c'est le secret, en fait, le point de départ dans l'agroforesterie, c'est de bien préparer en fait les semis des arbres, puisque la qualité du champ et de la forêt qu'on voit derrière, elle dépend vraiment de ce qui se passe ici maintenant. C'est ça? Exactement. Et ces recherches donc, sur ces micro-organismes sont réalisées par qui ici? Donc, ils sont réalisés par Thomas Crosset, c'est un professeur de biologie de l'université de Nouvelle-Calédonie. Et avec toute son équipe, ils ont isolé des champignons dans le maquis minier, étudié ceux qui sont efficaces pour l'agriculture
Et du coup, tu vois, en fait, notre véritable engrais, c'est ça. Ça, c'est un peu l'estomac du champ. D'accord. Donc si je comprends bien, l'agroforesterie, c'est vraiment un principe d'agriculture qui s'appuie à la fois sur l'économie du vivant, le principe du vivant même, mais aussi sur l'économie de la connaissance, puisque sans cette connaissance, sans ce savoir, au final, on n'aurait pas le résultat qu'il y a aujourd'hui dans ton champ. Tout à fait. C'est la connaissance et l'analyse, parce que tu vois, sans arrêt, on a des échantillons qui partent pour analyse, pour évidemment progresser. Et moi, j'aime donner l'image du sol élastique. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as le champignon, tu as l'arbre et tu as le reste des plantes. Et en fait, c'est un peu comme le sol élastique, c'est-à-dire qu'il te faut l'accroche, l'élastique et le harnais. Et tu ne peux pas choisir un des trois. Non, Voilà. c'est Sinon, pas il faut être très possible. croyant. Mais ça, c'est la partie invisible. C'est un peu comme l'anneau qui est tout en haut. Mais sans lui, le résultat il serait décevant. Le marché des produits naturels est en forte croissance, ce qui invite les filières agroalimentaires, santé et cosmétiques à s'adapter et davantage investir dans des formulations saines, responsables et durables. Quels sont les potentiels en Nouvelle-Calédonie ? Alors toi, Paul, tu es docteur en biochimie et tu as fait une thèse sur la chimie des plantes de Nouvelle-Calédonie, particulièrement les plantes endémiques. Tu es parti travailler un petit peu partout dans le monde et tu es revenu en Calédonie pour créer une activité qui a un impact positif sur l'environnement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ? Oui, avec plaisir. Tout est parti d'un amour et d'une grande curiosité pour les plantes de la Nouvelle-Calédonie. Comme tout le monde le sait maintenant, il y a une grande originalité de la flore calédonienne. Et j'ai passé plusieurs années à étudier le contenu de ces plantes, qu'est-ce qu'elles produisent comme molécules originales, quelle activité ça peut avoir, autant en pharma qu'en cosmétique. Et on parle beaucoup dans les labos de potentiel important lié à l'originalité de la flore. Et ce qui m'intéressait après coup, c'était de valider ce potentiel et d'arriver à en faire une activité viable économiquement qui justifie des replantations des espèces endémiques, quoi. Histoire d'avoir un impact sur l'environnement dans ces... Alors là, on est dans une zone de forêt humide, dans un parc botanique. Là, il y a une espèce, je vois qu'il y a des fleurs sur le tronc. Qu'est-ce que c'est comme espèce ? Mais ça, c'est un syzygium acré. Moi, c'est une de mes plantes préférées en Nouvelle-Calédonie, qui est très originale et qui fait des fleurs, des grosses feuilles magnifiques et qui fleurit après sur tout le long du tronc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un fort potentiel sur les substances des plantes calédoniennes ? Oui, il y a un fort potentiel du fait de l'originalité des fleurs qui implique une originalité de leur contenu. Alors, en parlant d'originalité des fleurs, il y en a une là qui est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est comme fleur ? Ouais, elle est belle, hein. T'as de la chance. Super. C'est un syzygium comme celui qu'on vient de voir avant. Ouais. Un autre, c'est le syzygium longifolium qui est endémique aussi à Nouvelle-Calédonie. Et qui fait des fleurs, pareil, magnifiques en bouquet sur son tronc. D'une couleur très incroyable, appréciée des abeilles. Rose fuchsia, ouais. Voilà, ça fait typiquement partie des plantes qui ont un intérêt, tu vois, qu'elles ont une couleur intéressante, qu'on peut peut-être extraire. Les molécules colorantes, c'est un intérêt pour la cosmétique. Elle a probablement des vertus, ouais, particulières, ouais, qui mériteraient d'être étudiées. Ah, voilà le petit capté de Kuka. Et donc du coup, c'est évident quand on le voit que ça a un fort potentiel marketing, hein, parce que c'est important dans la cosmétique aussi. Il faut qu'on raconte une histoire quand on voit un produit. Ça, c'est quelque chose que j'apprends un petit peu en sortant de mon labo de recherche. Donc un arbre unique au monde, puis, dont le tronc il est magnifique. Ah ouais. Esthétiquement magnifique. Donc du coup, il reste à étudier. Et aujourd'hui, il n'a jamais été étudié par les scientifiques. Donc il reste à étudier son contenu pour regarder quel intérêt, quelle efficacité, quelle utilisation on pourra en avoir. Parce que c'est pas le tout d'avoir une belle esthétique, il faut aussi avoir un petit peu de contenu, quoi. Bien sûr. Alors donc, toi, ta société, elle travaille sur la recherche et le développement, c'est ça, donc des potentiels de la flore calédonienne. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre en attendant ? Ça prend du temps quand on a même. cette partie qui prend beaucoup de temps et qu'on travaille beaucoup, notamment en collaboration avec l'université. On a un labo commun avec l'université depuis quelques mois. Et en parallèle de ces activités de recherche et développement qui sont principalement orientées vers la cosmétique, on travaille aussi en prestation de services pour les entreprises, pour les aider à développer des produits plus naturels, plus locaux, en contrôle qualité ou en développement de nouvelles formules.
Et puis on a une activité aussi de développement d'ingrédients pour l'agroalimentaire. Et donc du coup, je te propose qu'on aille rejoindre Quentin qui doit avoir de la menthe pour moi dans son jardin et que j'aimerais tester pour développer la gamme d'arômes sur laquelle on travaille. Tester des extraits de menthe. Donc on peut y aller. Si tu as encore un petit peu de temps devant toi, on y va ensemble. Salut Quentin. Hey, salut Paul, salut Elisabeth, ça va? Bonjour. Ouais, ça va bien. Bienvenue à la Belle Terre. Merci. Alors, plaisir. Quentin, la Belle Terre, c'est un lieu où on fait de l'agroforesterie. C'est une sorte de ferme démonstrative et pédagogique, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, voilà, donc en fait, on met en place un système agricole, donc agroforestier, sur le modèle de l'agriculture syntropique. On a pour objectif de montrer que c'est viable, de pouvoir produire pour des transformateurs comme Paul, justement, pour faire des essais, pour développer des filières locales. Et on a aussi l'objectif pédagogique associé, c'est-à-dire que ça, c'est un modèle qui se veut démonstratif. Premier temps, montrer que c'est viable, et ensuite diffuser les savoirs, les techniques, les méthodes, parce que c'est particulièrement résilient pour l'avenir du pays, l'autonomie alimentaire, etc. Donc le but, c'est de faire essaimer le modèle sur la Calédonie. Du coup, Paul, si tu veux, on va passer à la petite cueillette pour la menthe. Ouais, avec plaisir. Ouais. Cool. On est venu pour ça. Allez, c'est parti. Une menthe 100% bio. Hein. Donc, allez, là, oui, il n'y a pas c'est d'intrant parti. autre que de la matière végétale en décomposition dans le champ. On Essaye n'utilise de- même pas Ouais. ni fumier, ni... Pour nous, c'est important parce qu'après, vu qu'on fait des concentrés, Ouais. si tu mets des pesticides, on va concentrer les pesticides, quoi. Ah Ah oui. ouais. Eh bien, bienvenue chez NC Bioressources, Elisabeth. Alors juste, je vais te demander de mettre un masque pour rentrer dans le labo. Ok. Oui, parce que là, on rentre vraiment dans l'espace où vous faites les tests sur les produits. Ouais, je vais te montrer. Alors, je vais te présenter Alan qui est déjà au boulot. Salut Alan. Bonjour. Bonjour. On ramène de la menthe de la Belle Terre pour lancer des extraits. Donc Alan, il est en train de tester l'extraction d'arômes à partir de purée de fruits que nous a fourni un autre producteur. Qu'est-ce que vous testez comme fruit là Alors on teste. Qu'est-ce que t'as Alan là comme, Là, j'ai du melon, de la mangue et de la goyave. Donc on a un protocole de test standard qui nous permet de voir si on arrive à extraire l'arôme dans un premier temps. On a d'autres phases après d'optimisation. Et du coup, on va. Est-ce que Alan, on peut te confier la menthe aussi à intégrer dans les essais? Oui, pas de souci. Et donc après, là, tu vas faire la même chose qu'avec les purées de fruits. Tu vas y ajouter la solution d'extraction. Et la phase suivante, c'est La phase suivante, ça va être sonication de fruits, du coup. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va utiliser l'ultrason et soniquer en fait. soniquer aux ultrasons. D'accord. Voilà. Très bien. La sonication, ça permet d'accélérer énormément le process d'extraction. C'est un agitateur moléculaire très puissant qui permet d'éclater les molécules, les cellules des cellules végétales qui vont libérer tout leur contenu, notamment les arômes, qui vont se retrouver dans la solution d'extraction. Donc là, du coup, tu t'adresses aux pâtissiers, aux restaurateurs, mais aussi à l'industrie agroalimentaire qui peut intégrer donc ces arômes ou ces colorants dans ses produits. Et donc voilà le résultat de la macération assistée par ultrasons. Donc on a filtré ensuite pour obtenir ce qu'on pourrait appeler la quintessence de l'arôme de menthe. Et donc vas-y, tu peux sentir si tu retrouves les arômes. Normalement, il y a quelque chose. Ah, ça sent merveilleusement Donc bon. non, le goûte pas comme ça. Ouais, ça fait envie, hein. C'est très gourmand en fait. Tu fais également d'autres extraits aujourd'hui qu'on peut trouver donc, dans le commerce, l'extrait de kombava, ça doit être délicieux, l'extrait de vanille, l'extrait également de café. Et avec la vanille, il y a déjà des industriels locaux qui l'utilisent pour certains produits. Alors la vanille, c'est un peu notre produit phare, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler sur les arômes en fait. On travaille avec la maison de la vanille beaucoup, avec qui on produit, on leur commercialise déjà de l'arôme qu'ils redistribuent dans leur boutique à Lifou, sous forme de bidon de 5 litres. Et puis c'est des produits qu'on a proposés aussi aux industriels. Et donc on travaille effectivement sur la partie vanille, avec notamment Socalais, qui commercialise la marque Lapita, et avec qui on a collaboré pour développer cette tablette de chocolat blanc à la vanille de Lifou. Ouais.
Alors c'est vanille de Nouvelle-Calédonie. Donc NC Bioressources est également lauréat des territoires d'innovation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben, ça nous apporte la possibilité de passer une marche plus importante et plus rapidement qu'en attendant d'être bénéficiaire ou rentable. Ça nous permet d'aller plus rapidement vers l'investissement, plus se projeter vers l'avenir et sur le potentiel, en faisant le pari du potentiel de ces nouvelles filières. Et donc très concrètement, ça nous permet de développer un laboratoire d'analyse en partenariat avec l'université, qui sera le support scientifique de tous nos développements, de contrôle qualité, d'optimisation de nos produits. Et puis également développer nos outils de production pour être capable de fournir des arômes à tous ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas à l'export. Les grands principes d'une économie soutenable, c'est d'une part une économie indépendante et résiliente, et d'autre part une économie qui repose sur la préservation et la valorisation tant de son patrimoine naturel que de son patrimoine socio-culturel. Alors Hubert, comment est-ce qu'on crée les conditions de passage vers cette économie? L'urgence oblige au changement. Et aujourd'hui, tout le monde doit comprendre cette urgence car elle est économique, sanitaire, sociale, environnementale, climatique. Et ce changement ne doit pas être considéré comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité de consolider le couple économie-environnement au lieu de fragiliser. C'est ce qu'on appelle la transition. En quoi ça consiste exactement? La transition, ça veut dire aller d'un point A à un point B. La transition, ça veut dire changer. Or, il est difficile de changer, surtout quand on sait ce qu'est le point A, c'est la société dans laquelle on vit, mais on ne sait pas vers quelle société on veut aller. Et donc, il y a un grand chantier pour que tout le monde soit acteur de la destination et du chemin. Alors Gunther Pauli, dans son concept de Blue Economy, l'économie bleue, donc qui repose sur le principe d'une économie circulaire où chaque déchet devient une ressource, dit que la meilleure école de commerce au monde, c'est la nature. Alors, il faut pour cela l'observer, mais surtout l'étudier. La sélection naturelle repose en grande partie sur ce principe d'économie de l'énergie. Toutes les espèces qui ont été créées sur cette planète ont dû répondre à cette contrainte, optimiser l'accès et l'usage des ressources qui l'entourent. Les deux rencontres que tu as faites pendant le reportage d'Elisabeth avec Michael et Paul te montrent aussi autre chose. Ils te montrent quelque chose que en 2017, Idriss Aberkan, qui était venu donner une conférence, si tu te souviens, à la CPS, avait appelé l'économie de la connaissance. Quand tu es allé dans le champ de Michael, tu as très peu vu de mécanisation. Il a très peu investi sur la mécanique. Il investit sur quoi? Sur la connaissance des sols, la connaissance des champignons, la connaissance de l'écologie syntropique. Paul, dans son laboratoire ou dans la nature, lui a investi sur la connaissance de la biologie moléculaire des plantes. Et c'est sur cet investissement qu'a été créée ces nouvelles opportunités économiques. Alors effectivement, et là on a surtout parlé des ressources naturelles terrestres dans nos reportages. Est-ce qu'il en est de même pour les ressources naturelles marines? C'est la même chose. Ce même Idriss Aberkan s'était un peu moqué de nous quand il était venu en Nouvelle-Calédonie avec ce coquillage. Tu le reconnais? Oui, bien sûr, c'est un cône géographe. Exactement, que tu dois voir souvent dans tes plongées. Eh bien, ce cône géographe, nous, on en fait quoi? On le vend aux touristes, quelques centaines de francs pacifiques, la coquille. D'autres investissent sur la connaissance de ce cône vivant et ont identifié une molécule dans le venin qui est un puissant analgésique bien plus performant que la morphine et qui est donc vendu 95 millions de francs pacifiques le gramme. Waouh! Pour rappel, l'or c'est à peu près 5000 francs le gramme. 5000 francs, 95 millions. Oh, il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel. La différence, elle réside dans l'investissement sur la connaissance du vivant. Et c'est ça qui crée des nouvelles opportunités économiques. Sans connaissance, nous ne voyons que les jolis dessins de la coquille. Effectivement.
Alors Hubert, aujourd'hui sur cette table, on a essayé de mettre en valeur des produits donc, qui sont transformés localement avec des ressources calédoniennes. Hein. Ce sont principalement des entreprises, alors pas toutes, mais la plupart qui sont regroupées donc, dans le cluster Native NC, donc, qui est une filière des produits naturels en Nouvelle-Calédonie. Donc on retrouve bien sûr les extraits naturels que Paul fabrique hein, à base de citron, café, kombava, vanille, coco, etc. On retrouve de la fleur de sel de point gamme chez notre ami Jean Broudissou. On retrouve du poivre de Goro, mais également toute une gamme de produits à base de fleurs d'hibiscus, des hachars de chouchoute, du chocolat local à la vanille ou à la fleur de sel. Donc on a cette partie alimentaire. On a également une partie cosmétique et compléments alimentaires où on va retrouver des produits, voilà, des jus de noni donc, dont les fruits viennent des îles Loyauté, tout un tas de crèmes, des huiles végétales à base de tamanou et de bancoulier qui viennent de Yaté et qui sont issues là d'un commerce équitable qui est très cher aux fabricants. Et puis toute une gamme de produits qui a misé à la fois sur l'exploitation des ressources naturelles, mais également sur une partie identitaire et ethnologique, puisqu'il a créé des produits, il a créé une gamme de produits à base de plantes kanak, il a créé une gamme de maquillage avec des noms de lieux de Nouvelle-Calédonie, comme un fond de teint Loingoni, un rouge à lèvres Fayaoué, etc., etc. On a même un petit univers détente aux chutes de la Madeleine. Et bien sûr, les baumes de Niaouli il ne faut pas oublier. Donc là, on décrit quelques secteurs agroalimentaires, cosmétiques, mais il y a d'autres secteurs économiques qu'on pourrait développer en Nouvelle-Calédonie. Tous les produits et projets dont tu m'as parlé, Elisabeth, reposent sur un principe essentiel, la soutenabilité forte, à savoir créer de la richesse économique sans détruire le capital naturel que l'on exploite. C'est ce que tu as vu dans le champ de Michael, par exemple. Depuis 4 ans, il crée des emplois, il crée de la richesse économique, et en même temps, son sol devient de plus en plus fertile et de plus en plus productif. C'est le couple gagnant-gagnant, économie, environnement. Et c'est pour cela que l'année dernière, le WWF, en collaboration avec l'AFD et l'ADEME, s'est lancé dans une contribution sur ce sujet. Quel potentiel de diversification économique à soutenabilité forte la Nouvelle-Calédonie détient. Et ce, avec un scénario de projection à 2040 sur 6 secteurs principaux, contributeurs à cette économie verte, à savoir l'agroécologie, dont on a beaucoup parlé, la sylviculture durable, les énergies renouvelables, l'exploitation durable des ressources halieutiques, pêche, aquaculture, le tourisme durable, ainsi que la valorisation de nos déchets, l'économie circulaire. Ce travail a permis de montrer que dans les 20 prochaines années, si on investit pleinement dans ces secteurs respectueux de l'environnement, on est capable de créer plus de 17 000 nouveaux emplois en Nouvelle-Calédonie. Et ce, en n'ayant étudié que 6 secteurs. Oui, donc il y a un potentiel qui est vraiment extrêmement important et nous pouvons tous contribuer au développement de cette économie soutenable tout simplement en étant des consomme-acteurs, c'est-à-dire en privilégiant l'achat de produits locaux respectueux des ressources naturelles. Eh bien écoute, une fois n'est pas coutume, Hubert, mais aujourd'hui c'est moi qui vais t'offrir quelques petits cadeaux. Alors, je t'ai préparé un panier, voilà, c'est ma contribution à moi en tant que consommatrice. Donc, alors dans la gamme ethno-cosmétique, je t'ai choisi une immersion ensorcelante à base de plantes kanak. Voilà, donc c'est après la partie identitaire, hein, parce que c'est important, hein, je rappelle que Paul a parlé du fait que pour développer un bon marketing, il fallait raconter une histoire pour vendre son produit. D'accord. Donc là, bien, je t'ai choisi l'eau du Stockmann, donc à base de plantes, de la savane et de la forêt sèche. Donc c'est un parfum pour homme. Merci beaucoup. Bien sûr, hein, le baume Niaouli, incontournable de toutes les pharmacies calédoniennes. Et puis le dernier petit cadeau, c'est un cadeau du cœur, Hubert, qui te rappellera un lieu que tu aimes énormément, où tu passes le plus
clair de ton temps quand tu ne travailles pas et où tu plantes des arbres depuis très longtemps, eh bien je t'offre un parfum d'ambiance, promenade au Wentoro. Merci Voilà. beaucoup, Elisabeth. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux intervenants de me rejoindre. Donc, Hubert Géraud, expert du WWF. Alors, je vais vous laisser installer. Toi, tu es bien là. Je vous laisserai prendre vos chevalets. Michael Sansoni, agroforestier et membre de l'association Agir, l'association donc qui regroupe des agroforestiers engagés pour les initiatives de résilience. Voilà, Paul Coulery, docteur en biochimie et directeur de NC Bioressources. Caroline Rancien, responsable de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, l'agence de la transition écologique. Donc ça, c'est pour les intervenants qui sont à la chaire. Pardon, il me manque une chaise. Et puis nous avons d'autres intervenants dans la salle. Donc nous avons Éric Lecomte, qui est cofondateur de la société Game of Cones, dont vous avez entendu parler donc dans l'émission, qui œuvre dans le domaine de la recherche médicale et qui entend exploiter le venin des cônes pour l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement, il nous en dira plus. Donc il est avec son partenaire professionnel, donc Julien Ravel, qui lui nous parlera de la dimension plus gestionnaire et financière. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir Bertrand Thureau avec nous, donc du cabinet de Joseph Manoté, qui, au gouvernement, est notamment en charge du parc naturel de la mer de Corail. Et Bertrand Thureau nous parlera des territoires d'innovation, du dispositif des territoires d'innovation dont on parle dans l'émission. Voilà, donc la soirée promet d'être riche. Vous allez apprendre plein de choses, je l'espère. Alors, je vais juste faire une petite introduction sur le contexte et pourquoi il est nécessaire de s'engager aujourd'hui dans une économie de la transition, ce qu'on appelle donc une économie à forte soutenabilité. Donc pour ça, je vais reprendre les propos de Gilles Boeuf, que vous devez sûrement connaître, parce qu'il était là en juin 2019 pour animer une conférence sur la coévolution biodiversité et humanité qui parlait beaucoup de développement économique. Cette salle était pleine à ras-bord. La conférence était passionnante. Gilles Boeuf est donc biologiste marin et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Il précise les principaux facteurs qui menacent le monde du vivant dont nous faisons partie sont au nombre de 5. Le premier, la destruction pure et simple des écosystèmes. Pour exemple, raser une forêt pour y mettre un parking. En 2, la pollution, alors qu'elle soit nucléaire comme l'exemple de Fukushima, ou alors une pollution par les métaux lourds, ou encore par les perturbateurs endocriniens que l'on peut retrouver dans les pesticides, ou encore la pollution plastique dans les océans, un sujet que nous avons abordé avec Empreinte et Calédocline l'année dernière. En 3, les invasions biologiques. Le transport à vitesse grand V donc a permis malheureusement le déplacement très rapide des espèces animales et végétales invasives. Un sujet que nous avons traité dans Empreinte cette année avec le CEN. En 4, l'accélération du changement climatique. Et en 5, la surexploitation des ressources. On prend plus que la renouvelabilité du vivant. Donc forcément, à un moment donné, ça pose problème. Nous devons donc comprendre qu'il faut travailler infiniment plus en coopération qu'en compétition avec le vivant et également privilégier le développement local avec les populations parce que l'aspect social est fondamental dans le modèle de l'économie de la transition. Ce sont donc tous ces points que prend en compte une économie
à forte soutenabilité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais c'était une introduction, je pense, nécessaire et notamment qui me sert de transition pour parler de l'historique de la diversification, enfin de l'étude de diversification économique dont Hubert Géraud parle donc dans l'émission. Et pour ça, je vais laisser la parole à Caroline Rancien, donc responsable de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, qui va nous dire, mais tout simplement, pourquoi l'ADEME a souhaité cofinancer aux côtés de l'AFD et du WWF cette étude. Merci Elisabeth. Je ne sais pas s'il est allumé. Au-dessus, il doit y avoir un petit bouton au-dessus. Voilà, j'ai trouvé le bouton. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Hubert et Elisabeth pour l'invitation. Moi, je suis la représentante de l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et on a été rebaptisé Agence de la transition écologique. Plus près du micro. Ok, je me rapproche. Donc, je rapproche le micro. Nous, j'ai envie de dire, on y croit. On y croit, on croit à un autre modèle que celui qu'on a actuellement, que l'on connaît actuellement et qui certainement à bout de souffle aujourd'hui. Donc on voit que le modèle économique actuel repose essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles. Les énergies fossiles, donc le fioul, le pétrole, le gaz. Et l'utilisation de cette énergie, quand ça brûle, ça émet du CO2 qui est responsable du dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, c'est un problème global et on est tous concernés, y compris toutes les îles du Pacifique. Et donc nous, en tant qu'agence de financement, donc c'est une agence d'État, on a notre ministère de tutelle qui est le ministère de la Transition écologique, et puis on a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, eh bien on y croit et on essaye de cofinancer avec nos partenaires étant en Nouvelle-Calédonie le gouvernement et l'Agence calédonienne de l'énergie sur la question de la maîtrise des consommations d'énergie, de l'utilisation des énergies renouvelables ou encore de l'écomobilité. Et puis également nos autres partenaires sont les provinces avec lesquelles on cofinance des projets qui visent au développement, on en a entendu parler dans le reportage, de l'économie circulaire. Très bien. Alors, je vais faire pareil. Oui, peut-être juste en complément, en effet, quand on s'est lancé dans cette aventure de produire une première étude sur ce sujet de diversification à soutenabilité forte, le but c'était aussi de se rassembler dans nos différences, parce que l'AFD, l'ADEME, le WWF, on a des fonctionnements différents, des buts différents, mais en effet on se retrouvait sur cette question de l'urgence de changement de modèle et ensemble, avec le soutien d'experts sur les sujets économiques, ce que nous ne sommes pas, en tout cas chez nous, à savoir Vertigolab, un bureau d'études métropolitain spécialisé dans ces questions économiques, et en relais ici Bioéco, eh bien nous avons, avec le soutien des experts locaux, produit cette étude, qui est critiquable, mais qui a le mérite d'exister, d'être un premier jalon, une étude martyre, sur lesquelles j'espère que les uns et les autres pourront s'appuyer et pour aller plus loin dans ce changement de modèle. Voilà. Ce qu'on peut ajouter quand on parle d'études, c'est vrai que ça semble un petit peu peut-être abstrait pour l'audience. Là, ce soir, c'est un vaste chantier qui a duré 1 an et qui a fait l'objet d'une concertation, d'une vraie concertation avec les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on avait de l'expertise de bureau d'études, un bureau d'études métropolitain spécialisé dans l'analyse économique des pays, et puis un bureau d'études local. Et puis on a organisé donc, ce qu'on a appelé des comités techniques avec tous les représentants de la sphère économique, environnementale et aussi la société civile. Donc il y a eu tout un travail réalisé par les sachants, entre guillemets, qui a été challengé, discuté, débattu. Et puis en fait, on a fixé en effet des hypothèses pour raconter une histoire, ce qu'on appelle donc ce scénario prospectif à l'horizon 2040. On a regardé d'où on partait aujourd'hui, avec notamment quel était le taux de suffisance alimentaire en Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple. Et puis si on envisageait un taux beaucoup plus important,
qu'est-ce que ça produirait en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, en termes de PIB pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc on a réalisé ce travail-là sur 6 filières. Et ça nous a permis justement d'avoir des ordres de grandeur sur les emplois supplémentaires qui seraient créés à l'horizon 2040, la valeur ajoutée, le PIB, toute la richesse qui pourrait rester, on va dire, et circuler sur le territoire. Et on voit en effet qu'on a des chiffres très intéressants quoi, en termes de création d'emplois additionnels à l'horizon 2040. Merci Caroline et Hubert. Est-ce que d'ores et déjà vous avez des questions ? On a 2 ambassadrices de l'université qui vous feront passer des micros. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'en ai plein, hein, donc mais bon, je vais quand même vous donner la parole. Pas de questions ? Pas encore ? Alors, on va aborder la filière alimentaire et agroalimentaire. Et puis petit à petit, on développera les autres filières. Donc l'agroforesterie, c'est un modèle de révolution agricole d'avenir. Avant de laisser la parole à Michael Sansoni, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo très courte du président donc, de l'association Agir, qui est Guillaume Vama, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir puisqu'il est à l'île des Pins, et qui nous parle notamment du développement de ce modèle agricole dans le milieu kanak. Alors Guillaume, donc toi tu es président de l'association Agir, qui regroupe tous les agriculteurs qui font de l'agroforesterie en Calédonie. Vous êtes nombreux ? Ouais, on est actuellement dans l'association, les adhérents on en a 15 qui sont agriculteurs. D'accord. Ils sont en agroforesterie. Sur les 3 provinces, sur les 3 provinces. D'accord. Et est-ce que ça représente un potentiel d'avenir, je pense notamment aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce modèle agricole, mais aussi ce modèle économique ? Ouais, je pense qu'avec avec Michael, il y a eu des formations qui ont été effectuées dans le cadre de Protège. C'est le tour dans le nord et dans les îles, et aussi dans le sud. Il y a aussi une mouvance chez les jeunes que j'identifie moi avec des jeunes Kanaks venant des tribus qui sont envie aussi de développer le foncier coutumier. L'idée d'Agir, c'est de pouvoir aussi développer avec ça sur l'accessibilité aux semences, à la connaissance, à créer des référentiels techniques, à pouvoir connecter aussi les agriculteurs pour participer à cette révolution agricole, quoi. On comprend qu'avec l'exemple que Michael a mis en place, c'est ce qui pour nous, je pense, est important. Ce qui est un exemple pour la Nouvelle-Calédonie. C'est créer de l'emploi, c'est aussi permettre à pouvoir mieux s'alimenter. C'est les besoins, je pense, qui est identifié, moi en tout cas j'ai identifié entre lui, et c'est pourquoi l'association s'engage à accompagner. Et puis c'est aussi un système économique qui permet aux agriculteurs de pouvoir vivre de leur métier. Ça, c'est un message important pour les jeunes. C'est gagnant pour la nature, mais c'est aussi gagnant pour l'agriculteur. C'est ça. Ça permet pour eux d'entreprendre, d'être acteurs et non pas spectateurs, pouvoir faire quelque chose de leur foncier, pouvoir participer de la vie communautaire, quoi. Et puis participer aussi au niveau de la société, c'est important, je pense. Et en plus, c'est bon, on va continuer notre dégustation, hein. Vous pouvez applaudir. L'association Agir donc, fait un important travail de pédagogie. Hein. Donc Guillaume en parle. Dans l'émission, on a vu qu'il y avait aussi l'association La Belle Terre, donc, qui fait aussi beaucoup de pédagogie. Et puis, c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur également, Michael. Oui. La pédagogie, justement, pour pouvoir transmettre et faire en sorte que ce modèle agricole fasse des petits un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Alors, effectivement, la transmission là-dedans, elle est super importante. Et tu vois, c'est comme l'agriculture traditionnelle ou vivrière. Et c'est basé d'abord, comme disait Hubert, sur la connaissance, la transmission de connaissances, et non pas sur la transmission d'un tracteur, d'essence ou de produits. Donc forcément, on va partir sur l'accompagnement technique et de la formation. Alors, cette économie de la connaissance, aujourd'hui, elle se structure dans le monde associatif.
Parce que force est de constater que ce soit dans les provinces ou au gouvernement, pour l'instant, c'est le début. Je dirais que tout ce qui est officiel a toujours 20 ans de retard, tu vois, environ, sur l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas les attendre. Donc nous, on est, ben voilà, l'accompagnement de l'ADEME, comme dit Caroline, ça fait partie du mouvement. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre que les autorités te disent ce que tu dois faire pour le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas de la faute de la mairie de Dambéa ou du gouvernement de la Calédonie si je ne fais pas de l'agroécologie en tant qu'agriculteur. C'est quand même, je suis un adulte responsable et il faut que j'assume mes actes. Mais pour ça, il faut que je sois informé. Donc, je pense que cette partie de la connaissance, elle passe aussi par l'exemplarité. C'est-à-dire que si tu te lances là-dedans, eh ben, il faut vraiment que tu fasses ce que tu dis et ce que tu affiches. Parce que sinon, c'est sûr que nos détracteurs, ils ne manquent pas. Ils viendront te le rappeler. Merci, Michael. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non, toujours pas de... Si? Ah, voilà, on a 2 questions, donc une ici et une ici. Bonsoir. J'avais une petite question. Est-ce que du coup, maintenant, vous travaillez avec les collectivités territoriales, même au niveau d'un circuit un peu plus court, au niveau des écoles, sur tout ce qui est système d'agroforesterie et des produits que vous produisez? Alors, il y a des démarches qui sont en route. Ça reste des démarches. Ça peut être auprès de l'IFAP, l'Institut pour la formation de la fonction publique, ou avec la province sud, avec le gouvernement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... La seule démarche, en fait, qui nous a accompagnés officiellement et qui a permis de faire des formations et de nous structurer au niveau des différents agriculteurs, qui soient dans le milieu coutumier ou pas, eh bien, ça a été la démarche européenne avec le projet Protège, voilà, qui est financé par la CPS. Il faut dire que c'est vraiment eux, pour l'instant, qui nous ont accompagnés de manière concrète. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas la volonté d'avancer, mais comme il y a encore beaucoup de sceptiques, c'est sur le fait qu'on ne puisse pas faire sans des engrais de synthèse ou sans des produits. Bon, c'est pour ça que c'est important de passer par l'exemplarité, de ne pas non plus rompre le dialogue avec tout ce qui est officiel. Et le projet Protège, par exemple, qui a vraiment été une opportunité pour nous accompagner, il faut le saisir, il faut rentrer dedans. Et il faut apporter des arguments sur des résultats pour pouvoir avancer. Donc ça va se faire petit à petit et c'est en cours. Mais si tu cherches aujourd'hui une formation d'agroforesterie, clairement, tu n'en trouveras pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est structuré avec l'association Agir sur le mode associatif. Et là, nous, si on pense que c'est basé sur la connaissance, donc il faut qu'on la collecte, qu'on puisse en tirer dire voilà, tel arbre il marche à tel endroit avec telle pratique. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher ailleurs de la même manière, mais au moins tu peux en tirer un but, et si tu ne l'atteins pas, tu vas te poser des questions. Et c'est là où, par exemple, dans ces locaux de l'UNC, on n'hésite pas. Par exemple, Guillaume, que tu as vu de l'île des Pins, on a renvoyé des échantillons. Il y avait des problèmes chez lui qu'il n'y avait pas sur mon terrain, et on s'est rendu compte qu'il y avait du cadmium et que ça posait un problème, et qu'il a fallu utiliser des plantes particulières qui permettent d'éviter que ce poison il passe dans les plantes qui nous nourrissent. Donc voilà, toute cette démarche, elle est dans le projet Protège, et nous on veut la continuité de cette action via l'association Agir. Après, pour l'instant, qu'est-ce que vont faire de manière concrète les autorités, je ne peux pas parler à leur place. Oui, bonsoir. En fait, c'est en partie déjà répondu, mais tu as parlé de détracteurs. Donc, quels sont les détracteurs, les gens qui se posent plein de questions, ils critiquent, etc. Et la deuxième petite question, c'était quel a été le plus gros problème que tu as rencontré pour faire ce que tu as fait? Quel serait aujourd'hui le plus gros problème pour quelqu'un qui veut faire ce que tu as fait? Alors, détracteurs, il n'y a personne qui nous a attaqués en direct. Par contre, c'est sûr que dans l'administration qui représente en fait l'agriculture,
Clairement, il y a des gens qui ont dit non, ça n'existe pas, on ne peut pas faire... les arbres, ça ne sert à rien, il faut les enlever. Utiliser moins d'eau, c'est pas possible. Ne pas utiliser d'engrais que tu achètes dans un sac, ça n'existe pas. Voilà, c'est des gens pour qui ce qu'ils n'ont pas appris ou ce qu'ils ne peuvent pas mesurer, ça n'existe pas. Bon, du coup, je leur ai demandé s'ils avaient une conscience, parce qu'on a du mal à la mesurer. Mais voilà, c'est plutôt à ce type de personnes, en fait, qu'on a affaire, parce que tout simplement, ils ne l'ont pas appris à l'école. Alors là, je vois, il y a pas mal de jeunes ce soir dans la salle, et je sais que les pratiques dans les écoles d'agriculture, par exemple, d'ingénieurs, elles commencent à changer. Et ça veut dire que voilà, cet éveil des consciences, il va prendre peut-être 10 ans, 15 ans. Mais d'un autre côté, il y a les détracteurs, et on parle moins de ceux qui nous ont aidés. Donc dans les mêmes administrations où il y a ces gens qui étaient sceptiques, bon, c'est pour ça qu'il y en a qui nous appellent des fois fausses sceptiques, tu vois, quand ils viennent chez nous. Mais il y a aussi des gens qui nous ont aidés. Et je pense qu'il faut d'abord parler d'eux. Et alors force est de constater que souvent ça passe par les femmes. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont un rapport à l'écologie ou à l'environnement qui s'explique par la transmission de la vie. Je ne vois que ça, parce que je vois que dans toutes les administrations où on a eu des détracteurs, c'était des hommes, et ceux qui nous ont aidés sont des femmes. Même si elles me disaient, je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne sais pas si ça existe, mais ça vaut le coup qu'on le fasse. Et on va voir, on va t'accompagner. Et eux, je les remercie. Donc il faut mieux s'adresser aux femmes. Voilà. Merci, Michael. Je ne peux qu'approuver. Oui, bonsoir. J'ai une question concernant ton installation. Il y a un sujet assez contemporain. Le texte de loi de la PAC 2021-2027 a été voté hier. Et j'ai une question concernant les aides possibles de subventions que tu as pu avoir lors de ton installation en tant qu'agroforestier. Est-ce que tu as eu des aides significatives de la part des instances publiques? Alors, en fait, j'ai pas plus ou moins de droits qu'un autre agriculteur. Mais c'est vrai que cette problématique des aides, elle est symptomatique de ce retard des structures officielles. Parce que pour pouvoir toucher des aides, il y a des cases. Et les cases, elles rentrent quand même si tu as beaucoup de communication sur le bio et sur l'agroforesterie, dans les faits, ceux qui sont aidés, c'est le matériel, le gros matériel, le gros tracteur. Là, vous n'avez pas vu dans le film, mais j'ai choisi d'investir dans des machines légères, non pas parce que c'est un problème de budget, mais juste parce que si on veut développer la vie du sol et les racines, et qu'on roule dessus avec une machine qui fait plusieurs tonnes, bon, c'est comme si on construit une maison et que le lendemain on roule dessus avec un bulldozer. On va penser qu'on n'est pas très malin. C'est un peu pareil. Donc, voilà, si tu veux toucher les aides, il faut faire les gros investissements. C'est beaucoup d'investissements sur l'irrigation, mais qui, pour eux, l'irrigation, c'est que du matériel, c'est-à-dire c'est des cuves, c'est des pompes, c'est des tuyaux. Alors que pour moi, c'est vraiment des gros bassins qui vont infiltrer l'eau dans le sol au-dessus de mes cultures. Et ensuite, la manière d'arroser moins, c'est plutôt ça que je vais chercher. C'est comment utiliser moins d'eau. Donc c'est avoir plus de carbone dans le sol, c'est avoir plus d'arbres, parce que l'arbre, c'est de l'eau. Donc ça, par exemple, ça n'existe pas en termes d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas aidé sur l'arbre. Si on n'a pas un arbre qui est un arbre fruitier ou un arbre qui a une valeur comme le santal, ou un arbre pour la sylviculture, eh ben, mon arbre, au niveau comptable, bien que j'en ai planté 25 000, ils n'apparaissent pas. C'est comme si mes employés et moi-même, on avait travaillé à rien faire, si on regarde le bilan comptable sur les arbres. Donc il faut s'avancer sur la comptabilité pour pouvoir être aidé. Et après, tu as l'aide sur les engrais. Donc par exemple, j'ai choisi d'utiliser que des engrais locaux et naturels. Ça non plus, ça ne rentre pas dans les cases. Donc voilà, je vous ai dit qu'il faut être adulte, même si on est agriculteur. Donc j'ai choisi de ne pas utiliser ces engrais qui arrivent par bateau en sac. J'ai choisi d'utiliser moins d'eau, de ne pas acheter une grosse machine. Donc du coup, je rentre pas dans les cases des aides. Après, à nous, au niveau global, de faire avancer l'évolution. Mais je ne demande pas une évolution brutale, mais peut-être de fixer pour le monde agricole une évolution à 10 ans et de dire, voilà, chaque année, on te demande un petit effort. Ce qu'a choisi la Suisse.
Parce que c'est vrai que quand on a ces réunions avec d'autres agriculteurs, avec la Chambre d'agriculture, c'est sûr que ceux qui touchent beaucoup d'aide, ben, ils n'ont pas envie que ça change. Voilà. Si c'est à bon entendeur. Voilà. Mais c'est assez... Finalement, le fait d'avoir moins d'aide, ben, ça nous force à être beaucoup plus intelligents. Parce que quand ils ont des aides pour des choses qui ne viennent que de l'extérieur, et il y a du consommable, il y a de la réparation, il y a de l'énergie qui vient de l'extérieur, ben, on a pu toucher le doigt avec la crise de la Covid, de leur fragilité. Alors, je n'ai pas une réponse toute faite. Pour moi, le moyen d'améliorer ça, c'est de rester en dialogue avec tout le monde et l'exemplarité. Merci, Michael. Tu voulais ajouter quelque chose, Hubert? Il y a le côté positif des choses, c'est qu'on aperçoit quand même que ça commence à bouger dans le domaine agricole, ne serait-ce qu'il y avait eu Agrinov, où moi j'avais été assez surpris de voir toutes les agricultures se rassembler dans une même salle pour parler développement agricole en Nouvelle-Calédonie. Donc ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on a des modèles très différents. Et puis de voir, comme tu le disais, Michael, que ce n'est pas la brutalité de la transition qui peut fonctionner, et qu'il y a probablement une transition à proposer pour sortir d'un conventionnel qui ne peut pas durer au cours du XXIe siècle. Tout le monde en est de plus en plus convaincu. Des agricultures qui commencent à montrer un autre modèle, on appelle ça par exemple l'agriculture raisonnée, l'agriculture aussi biologique ou la permaculture, agroforesterie, vous mettrez ça dans les cases que vous voulez. Mais on voit bien que le plus important, ça va être d'éviter la guerre de tranchées, que l'ensemble de cette communauté et de toutes ses composantes acceptent de se rencontrer dans leurs différences et que le politique accepte, comme tu le disais très bien, Michael, eh bien de produire des formulaires qui soient adaptés à ces différents modes agricoles, sans en condamner un, mais en soutenant ceux qui ont besoin de l'être pour permettre cette transition. Et quand on voit en effet les importations de pesticides et d'engrais, on sait que c'est pas bon pour la Calédonie, pour notre santé, mais aussi pour la résilience économique de notre territoire. Donc voilà, il y a cette question d'intelligence collective et de respect dans nos différences qui va permettre de pouvoir coévoluer ensemble et créer cette communauté agricole sans rejeter qui que ce soit. Alors en exemple positif, je voulais citer quelque chose qui est arrivé il y a juste... peut-être il y a 2 semaines ou 3 semaines, avec la province sud. C'est là où le dialogue est important. On parlait avec les politiques. Ils nous disaient l'association Bio-Calédonia, qui labellise l'agriculture bio ici en Calédonie. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Une mesure simple pour faire qu'il y ait plus d'agriculteurs qui développent l'agriculture bio et que ça se développe. Donc on lui disait, nous... Finalement, le maillon important dans notre agriculture, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'emplois à l'hectare qu'une agriculture conventionnelle. On disait, justement, moi je ne demande pas l'aide sur un gros tracteur, par contre, aidez-nous sur l'humain. Ils viennent de créer une aide qui me permet, si j'emploie quelqu'un, d'avoir une aide sur le salaire pendant 3 ans. Et alors que auparavant, c'était 1 an. Et c'est resté 1 an pour l'agriculture conventionnelle. Maintenant, c'est 3 ans pour le bio. Donc, c'est là où le dialogue est important. Et on peut faire avancer les choses. Et là, juste pour la petite histoire, c'est une femme qui a fait avancer ce projet de loi. Voilà, Merci, Michael. Alors, je propose qu'on aborde peut-être d'autres filières. Il y avait encore une question, pardon. Allez-y, monsieur. Non, bonsoir. Ce n'est pas une question, c'est un petit peu pour alimenter un petit peu les débats, pour préciser un petit peu les choses. Donc, je me présente, Nicolas Bébaille, directeur du développement durable des territoires à la province sud. Donc, justement, pour rectifier un petit peu quelque chose, alors certes, l'administration met du temps, mais comme ça a été dit tout à l'heure, il faut faire attention aux équilibres. On ne peut pas tout bouleverser d'un coup, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie importante de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en province nord ou en province sud, qui nourrit la population.
donc, et qui travaillent avec du conventionnel parce que ça a été pendant des années comme ça. Donc bien sûr qu'il faut des changements, on y concourt, on modifie nos aides. Par contre, si on le fait de façon trop brutale, ben, c'est pas dit que tout le monde suive et que tout le monde adhère, et on risque de se retrouver à un moment donné avec une pénurie alimentaire, et donc augmenter les importations pour pouvoir avoir de l'alimentation. C'est là où il faut le faire de façon progressive, et c'est là où il faut garder les équilibres. Donc après, sur les aides, on écoute, on entend, on répond aux attentes parce que, par exemple, donc on a une modification des aides qui a été en cours, dans laquelle donc, a été pris en compte ce que dit Michael, c'est-à-dire le fait que les emplois pérennes pour l'agriculture biologique soient aidés non plus sur un an, mais 3 ans, mais aussi 30 millions qui sont un fonds de 30 millions qui est proposé pour tous les projets d'agroforesterie avec des appels à projets qui vont démarrer dès l'année prochaine afin de pouvoir que les agriculteurs puissent monter des appels à projets aussi bien sur la partie élevage en agroforesterie que sur la partie arboriculture que sur la partie maraîchage. Donc tout ça, ça se met en place. Les équilibres, c'est pareil, sur les engrais, tout ce qui est aujourd'hui engrais organiques locaux, engrais bio, même si la plupart sont des importés, je suis d'accord, mais ils sont subventionnés de façon plus élevée, il y a une bonification sur ces engrais-là. Donc on y va, on le fait petit à petit, mais on doit garder les équilibres parce qu'on est aussi garant du développement économique, il faut que ça se fasse par transition. Si je ne me trompe pas, tu étais en démonstration à la foire de Bourail sur le stand de la province Sud pour la partie agroforesterie. Tu as... Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça, sur la partie communication, ouverture au public, c'est aussi le moment où on voit un petit peu tout le monde. Et donc foire de Bourail, c'est là où vous avez à la fois les agriculteurs, tout le grand public sur lequel on fait la démonstration. Donc c'est vrai, et je l'entends, j'ai passé 9 ans dans le privé, je suis dans l'administration, donc l'administration, ça va jamais assez vite, c'est sûr, mais il y a des équilibres aussi à garder parce que au niveau du développement économique, on ne peut pas tout changer d'un coup de crayon, parce que sinon on va créer des déséquilibres. Alors bien sûr qu'il va y avoir une ressource durable et une alimentation de qualité, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès d'un coup d'un seul et se retrouver en pénurie alimentaire à un moment donné et devoir tout importer. Donc ça se fait petit à petit, on y va, on appuie à la fois les associations, on appuie ce changement, mais voilà, il faut que ça se fasse, il y a besoin, et comme tu l'as dit aussi très justement, c'est que ce n'est pas que l'argent, c'est aussi, et sur l'aspect social, c'est aussi l'aspect humain. Donc à un moment donné, en Calédonie, il faut que ça suive aussi cette transition-là, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus un salaire minimum agricole. C'est pas les employés agricoles, c'est pas des sous-hommes. Donc aujourd'hui, il faut plus de salaire dans les exploitations, il faut plus de salaire moyen minimum agricole. Si c'est un SMG, c'est un SMG pour tout le monde. Et ça aussi, ça va mener à tirer du monde. Il faut une retraite agricole. Toi, tu es exploitant agricole, mais aujourd'hui, si tu cotises pas, tu n'auras pas de retraite. Donc il n'y a pas tout ça non plus. Donc il y a tout ce changement. Il y a bien sûr l'aspect écologique, tout l'aspect environnemental, agricole, mais il y a l'aspect social aussi. Et tout ça, il faut que ça suive. Et c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir mettre les uns après les autres pour qu'on arrive à faire cette transition sur laquelle la province Sud soutient et adhère complètement. Et on continuera à le faire pour les agriculteurs et pour une alimentation de qualité. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui, il y a une autre question. Ça marche ? Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, justement, je me demandais en agroforesterie, est-ce qu'il a été évalué les capacités à nourrir, de produire suffisamment pour nourrir le pays, donc en oubliant toute la culture traditionnelle qui se pratique aujourd'hui. Ça va être possible ? Alors, la réponse, elle est assez simple. C'est que moi, je peux vous dire ce que je fais. Si je vous dis 20 tonnes sur un demi-hectare, après, il faut calculer ce dont a besoin la population. Et en plus, je pense que mon rendement va encore augmenter. Mais si on ramène à l'hectare, je pense que je peux arriver entre 50 et 60 tonnes hectare annuel. Maintenant, si je prends un voisin à moi qui est agriculteur et que je respecte par ailleurs, mais qui fait de l'hydroponie, qui n'est pas de l'élevage d'hippocampe, mais une plante qui pousse dans de l'eau avec des produits, il produit plus de 300 tonnes à l'hectare par an. Moi, je vous dis 60. Donc, c'est sûr que si tu veux remplacer 1 hectare d'hydroponie,
il faudra mettre 5 hectares du coup d'agroforesterie. Maintenant, je ne pense pas qu'on est dans un pays qui manque de place. Hein, si je vois sur la côte ouest, il y a de la place. Il y a de la place. Je pense que si tu prends l'élevage et que tu en convertis une partie pour faire du végétal, il y a de la place pour faire plus. Donc je ne vois pas le facteur limitant, à part, on le répète, hein, de la formation, des humains pour travailler dans les champs, et un financement adapté pour le départ. Parce que ce qu'a dit Nicolas pour la province sud, c'est vrai. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas forcément que le changement il soit brutal pour les autres, parce que je ne vais pas m'occuper de la vie des autres. J'ai assez à faire avec mon champ. Par contre, ce qu'on demanderait serait plutôt l'égalité, c'est-à-dire si la moyenne par hectare en aide d'un gars qui fait des fruitiers ou qui fait du maraîchage, je sais pas, je dis une bêtise, c'est 2 millions, on demande d'avoir la même chose. Par contre, si on est des adultes, laissez-nous choisir comment on le dépense. Si je choisis de le dépenser en des minéraux naturels qui viennent de Nouvelle-Calédonie pour mettre dans mon champ, j'ai le droit. Si je veux le faire pour faire planter 10 000 arbres sur mon hectare, j'ai le droit de dépenser l'argent pour ça. Voilà, donc ça, ce serait... il faut reconnaître que l'agriculteur est quelqu'un qui s'assume et donner une enveloppe. Et ensuite, je ne dis pas que si c'est de l'argent public, bien sûr, il faut que ce soit contrôlé. D'accord ? Mais laissez-nous assumer nos choix. Alors que les autres, ils fassent leur transition petit à petit, ça me semble normal. Mais que nous, on soit limité par la transition des autres, ça veut dire qu'on est dans une course et on ne part pas sur la même ligne de départ. Et on nous compare toujours à l'arrivée, sur les quantités. Parce que là, il y a deux agricultures où maintenant je peux sentir la différence. C'est qu'il y en a une qui commence par la quantité et qui après se dit je vais aller vers la qualité. Et la différence en agroforesterie, c'est que nous, on va commencer par la qualité et après on va aller vers la quantité. Donc les deux approches sont fondamentalement différentes. Mais je ne vois pas le problème pour nourrir la Calédonie avec la place qu'on a en agroforesterie. Oui, est-ce qu'il y a des pays dans le voisinage qui auraient une politique plus avancée et en tout cas qui a fait plus ses preuves? Je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple. Pas que je sache, parce que je discute avec on est tous connectés aujourd'hui, des agriculteurs qui font de l'agroécologie, et je pense qu'on est beaucoup plus avancé ici que là-bas. C'est valable pour toute la région? Je dirais que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas plus de freins qu'ailleurs. C'est pas un cas à part, parce que ce dont a parlé Nicolas, la Nouvelle-Calédonie n'est pas différente d'un autre pays. Par contre, ici, on a une force, c'est l'agriculture vivrière, qui n'est pas très visible, mais qui est une vraie agriculture bio, et dans bien des cas, la plupart des cas, qui est durable. En fait, si on la prend en compte, je pense qu'on est bien plus en avance que la Nouvelle-Zélande. Merci Michael. Alors on a beaucoup parlé d'agriculture, de la filière alimentaire. Qu'en est-il de la filière agroalimentaire, de la transformation des produits? Donc on a vu avec Paul Coulery d'NC Bioressources donc la création notamment d'une gamme de produits d'arômes alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors Paul, au sein de ton entreprise ou même au sein du cluster Native NC dont tu es le président, donc le cluster Nature, Innovation et Valorisation des substances naturelles en Nouvelle-Calédonie. Excuse-moi, je t'ai réveillé peut-être. Non, on a de l'humour ce soir, hein, c'est le dernier ciné-débat. Voilà, déjà allume ton micro, merci. Donc je disais dans le domaine agroalimentaire, où aujourd'hui tu crées des produits, on l'a vu avec la gamme d'arômes B des saveurs. Est-ce que déjà tu as d'autres projets, toi, NC Bioressources, ou est-ce qu'au sein du cluster Native NC, il y a des porteurs de projets dans cette filière? Oui, il y en a beaucoup et heureusement. Enfin, c'est notre raison d'être en fait, d'accompagner ces projets de développement.
Je ne sais pas par quel bout commencer, mais là tu me lances sur un vaste sujet, des projets de développement chez NC Il y a un Bureau. fort potentiel sur cette filière, de toute façon. Bah, le fort potentiel, moi, je suis toujours un peu gêné de parler du fort potentiel, je préfère aller le vérifier plutôt que d'en parler. Le fort potentiel, il est... du potentiel, il y en a dans beaucoup de projets. Dans tous les projets, il y a un potentiel. Après, ça dépend de tellement de facteurs. Tu veux que je parle d'un projet en particulier ou tu veux que je... Alors, par exemple, là, on l'a vu avec les arômes alimentaires. Donc, est-ce que c'est une activité demain, si un entrepreneur veut se lancer dans ce domaine-là, est-ce que c'est une activité qui peut être rentable rapidement, dont il pourra vivre? J'espère. Nous, on a commencé à travailler sur ce domaine-là il y a à peu près 1 an. Et il me semble qu'on a trouvé un marché de niche sur lequel il y a une activité à développer et qui a même un certain potentiel à l'export sur cette partie-là. Sur la partie ingrédients alimentaires, en général, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Sur la partie compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses à développer également. D'ailleurs, il y a des projets sur les algues ou sur d'autres produits comme ça, ou sur les plantes sur les plantes salines, là, j'ai perdu le nom. Allophyte. Allophyte, je suis stressé par les micros. Donc oui, il y a beaucoup de projets et on en est qu'au début aujourd'hui du développement de ces filières-là en Nouvelle-Calédonie. Il y a des filières qui sont plus faciles à développer que d'autres, et je pense notamment à la filière des produits naturels cosmétiques, dont on parle dans l'émission, et pour laquelle il y a quand même quelques difficultés. Est-ce qu'on peut en parler, notamment peut-être la difficulté d'approvisionnement en matières premières Mais il y a un fort potentiel dans ce domaine-là. Oui, il y a un fort potentiel sur le développement de cosmétiques, il y a un marché assez intéressant pour le développement d'ingrédients. Pour plusieurs aspects, pour l'aspect parce que souvent ça va être des produits qui vont avoir une certaine valeur ajoutée, donc ce qui est important quand on prend en compte le marché calédonien, notre capacité à produire, la quantité de matière qu'on peut produire, ça va impacter forcément le coût des produits, donc il faut qu'on aille vers des marchés qui ont une certaine valeur ajoutée. Le marché de la cosmétique, il est également très attiré par l'innovation, la nouveauté et par des produits, comme je le disais dans le reportage, qui ont une histoire à raconter derrière. Et pour ça, la Nouvelle-Calédonie a des atouts extraordinaires en termes d'image, en termes de nouveauté, en termes de... Voilà, donc il y a des atouts. En revanche, effectivement, il y a des freins au développement. Notre capacité à produire, notre retard sur le développement de ces filières-là, notre manque de personnel formé, on a beaucoup d'angles de travail. Voilà, l'approvisionnement en matières premières aussi, mais ça viendra quand... Ça, c'est peut-être un problème secondaire, il faut d'abord aller chercher les produits, quoi. D'accord. Alors, côté mer, la Nouvelle-Calédonie, elle a aussi beaucoup d'atouts. Et notamment dans le domaine de la filière médicale. Donc on va maintenant parler donc de l'exploitation du venin des cônes dont on parle dans l'émission. Je vais laisser la parole donc à Éric Lecomte, à qui je vais donner un micro, qui va venir donc vous parler de cette start-up donc dans le domaine médical. Tu peux enlever ton masque, voilà. Peut-être qu'il faut vérifier s'il est bien allumé. Oui, bonsoir. Donc, je me présente, moi je suis vétérinaire et on est en train de lancer la société Game of Cônes, dont vous avez peut-être un peu tous entendu parler, parce qu'on a essayé de médiatiser un petit peu son lancement, mais c'est un projet qui est né il y a 4 ans, en fait, et qui arrive à maturité et qui va donc bientôt... prendre son envol définitif en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet aligné au début qui effectivement avait pour but uniquement l'extraction de venin de cône et sa commercialisation, parce que on avait tous vu un petit peu les documents d'Idriss Aberkane où ça valait une fortune, etc. On a creusé le sujet et puis en fait en le creusant on a un petit peu rectifié notre tir. Alors, premier point, personne ne fera jamais fortune
en vendant juste du venin cône. Les prix qui sont avancés correspondent plus à un coût de production en fait qu'une rentabilité, mais le venin reste très très intéressant. Donc dans le documentaire, on a parlé aussi d'un médicament contre la douleur, le Prialt en fait. C'est un médicament qui est effectivement une AMM, mais c'est pas encore un médicament qui est parfait. Mais malgré ça, il y a d'autres pistes qui sont suivies, et entre autres, là, tout récemment, il y a une molécule issue de venin cône qui va servir à traiter les glioblastomes en humaine, et c'est une molécule qui arrive en phase d'expérimentation, enfin phase 3 au niveau médical, et qui est issue d'un venin cône. Donc le potentiel est important. Et nous, en suivant notre raisonnement, notre cheminement, on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement, et on a décidé de créer un laboratoire de recherche médicale pour que en fait, les vraies retombées économiques elles restent en Calédonie. Et donc ce laboratoire, il va prendre naissance l'année prochaine, et il a de grandes chances d'arriver à ce qu'on produise en Calédonie et qu'on développe des molécules en Calédonie, et que toutes les retombées économiques, elles restent en Calédonie. Voilà. Donc l'objectif de ce pôle donc, de recherche médicale sera d'être capable de breveter des molécules de la biodiversité calédonienne, mais pas seulement des cônes. C'est beaucoup plus ouvert Voilà. que ça. Ça peut être des plantes calédoniennes. Tout à fait. Au début, nous, on partait que sur les cônes, et puis certaines rencontres font que aujourd'hui, notre laboratoire de recherche va s'intéresser aussi aux micro-organismes, aux plantes, à tout ce qui est possible d'extraire et d'analyser en Calédonie, afin de voir tout le potentiel médical en Calédonie, entre autres à travers toute la culture médicinale kanak qui va nous être accessible. Alors ça, c'est un sujet important puisqu'on touche au patrimoine culturel, et donc vous avez notamment fait une coutume la semaine dernière avec un grand nombre de coutumiers qui sont intéressés à votre projet de pôle de recherche médicale. Voilà. Donc on a fait une coutume très très importante avec un représentant de tous les chefs coutumiers de Calédonie, Cyprien Kawa en fait, et qui effectivement va nous ouvrir les portes en fait de la médecine kanak en général, et de toutes les plantes et toutes les connaissances qu'il y a autour des plantes dans le monde kanak, qui est une transmission orale qui se perd. Ils ont conscience que toute cette médecine se perd en ce moment, parce que les jeunes Kanaks ne s'intéressent pas à la médecine, donc la transmission se fait mal, et donc ils ont décidé de nous accompagner dans notre projet, parce que ça correspond à ce qu'ils veulent, et ça correspond aussi à un développement économique, c'est-à-dire que tout le monde pense que ce projet va aboutir, qu'on va trouver des médicaments, et que les brevets vont appartenir à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'ils nous accompagnent aussi dans notre cheminement, parce qu'ils croient en nous, et que tous ensemble, quelque part, on a une petite idée, c'est qu'on croit au destin commun. Et qu'à travers ça, on aura notre petite pierre à apporter au destin commun. C'était un très beau partenariat et une grande première en Nouvelle-Calédonie. Donc, bravo pour ce travail qui effectivement vous a pris plusieurs années. Est-ce que vous avez des questions à poser à Eric? Oui, monsieur. Bonjour, donc merci pour le reportage et pour vos interventions. Donc oui, sur l'aspect valorisation du patrimoine naturel, moi je suis botaniste à l'IRD et je travaille aussi du coup sur la biodiversité végétale. Donc c'est de la connaissance fondamentale sans but de valorisation commerciale. Donc c'est une étape effectivement importante qui est à la base en fait de tout le processus qui mène à une économie soutenable. Vous l'avez très bien dit dans le reportage et je vous en remercie. Nous, ce qu'on observe aussi au niveau des instituts de recherche,
c'est qu'avec l'évolution des législations internationales qui se déclinent aussi en Europe et localement, on a de plus en plus de mal, notamment avec le protocole de Nagoya, à accéder à la biodiversité, à la ressource génétique, à l'étudier et ensuite à l'exporter, alors qu'on ne fait pas de valorisation commerciale. Et donc ça, c'est par exemple avec les contraintes imposées par certains codes de l'environnement, qui ont des buts tout à fait louables au départ, qui est simplement qu'il y ait une partie de la valorisation commerciale qui revienne aux populations locales et aux collectivités. Donc si moi, qui ne fais pas de valorisation commerciale, je suis contraint par ces législations, je me demandais dans quelle mesure vous, qui faisiez du coup de la valorisation commerciale, pouvez être contraint par les codes de l'environnement, par exemple. Oui. On a signé le protocole de Nagoya et on s'engage à reverser 5% du chiffre d'affaires de notre société à travers le protocole de Nagoya, en fait. Donc 5% quand tu es entrepreneur du chiffre d'affaires, c'est énorme. Mais c'est une nécessité et c'est normal. Et c'est aussi pour ça que notre projet il avance bien et qu'il avance vite, parce que, on respecte toutes les normes environnementales. Il faut savoir que nous, on a prévu, contrairement à toutes les fermes d'élevage de cônes, par exemple, qui se trouvent en métropole, qui se trouvent partout dans le monde, ils élèvent les cônes et puis après, au bout de quelques mois, les cônes meurent. Nous, on va les élever, on va les traire et on va les remettre sur site au bout de 3 mois, parce que de toute façon, le venin, il perd de sa qualité au bout de 3 mois en aquarium. Et par ce biais-là, on est 100% éco-responsable. Et à travers le fait qu'on ait signé le protocole de Nagoya, effectivement, il va y avoir une valorisation à travers le chiffre d'affaires de la société et ça va contribuer à l'enrichissement de la Calédonie, en plus des brevets qui appartiendront par des montages en fait, juridiques en partie à la Calédonie. Et c'est notre but. C'est comme avec le nickel. La Calédonie a une ressource nickel qui est très importante. À un moment donné, soit tu choisis de vendre des latérites, soit tu choisis de vendre du nickel. Nous, on a fait le choix, effectivement, de vendre du produit fini. Oui. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, il y a le chantier demande une collaboration entre les collectivités, alors, avec le monde coutumier. Alors, je ne suis pas sûr que tous les clans, il y a aussi des médicaments qui sont propres à des clans et qui n'ont pas à être cédés. Donc il y a plusieurs niveaux dans ce qui peut être partagé, et ça j'imagine que vous l'avez abordé avec le monde coutumier. Mais il y a 2 chantiers qui sont importants. Il y a celui du matériel biologique, et c'est ce que tu abordais dans ton propos. Et le matériel biologique, ça va être la compétence provinciale. Donc là, il faut que chaque province, en effet, se positionne sur le sujet. Et le savoir culturel lié à ce matériel biologique, qui est là une compétence gouvernement. Et là, il y a un chantier sur Nagoya depuis longtemps, qui est, semble-t-il, pas forcément encore abouti, mais on voit bien que là, à nouveau, si on veut que ça décolle véritablement en Nouvelle-Calédonie, il y a le besoin de cette collaboration intercollectivité pour proposer une vraie visibilité de valorisation économique respectueuse de ce patrimoine naturel, mais aussi, et je rejoins l'IRD, le besoin de trouver le bon curseur pour ne pas, on va dire, freiner l'acquisition de cette connaissance qui est fondamentale. On l'oublie parce qu'on est des enfants gâtés, on a la chance d'avoir ces organismes qui nous offrent un niveau de connaissance sur le patrimoine naturel calédonien qui est assez extraordinaire. Mais il faut qu'on ne tombe pas dans les extrêmes, à nouveau, aussi bien dans une valorisation sauvage qui ne respecterait pas et le matériel biologique et la culture, comme de l'autre côté, d'avoir en effet une surprotection qui ne serait pas non plus souhaitable si on veut faire une économie soutenable cette fois-ci. Voilà, donc il y a cette balance qui est délicate et en tout cas je vous félicite parce que faut être pionnier sur le sujet et le terrain n'est pas facile. Donc bravo. Merci. Après, au niveau de la recherche médicale, on va utiliser très peu de produits, en fait. C'est-à-dire les plantes et tout ça, on n'a pas besoin d'une échelle
importante. Par exemple, quand vous voulez produire, comme Paul, un colorant, il vous faut beaucoup de matières premières. Nous, il va nous falloir très très peu de matières premières. 1 ou 2 plantes vont nous suffire. On va isoler les molécules, on va les analyser, on va dire telle molécule, elle est active, on peut en faire quelque chose, et après ces molécules vont être synthétisées par des laboratoires de chimie. C'est-à-dire que c'est tout un processus qui se sous-traite en fait. Mais il va y avoir un impact biologique, mais quasi nul. C'est juste de la valorisation de matière grise. Oui, Paul, tu voulais répondre. Juste, je voulais rebondir très rapidement sur ce sujet, mais c'était plutôt poser une autre question. Je pense que c'est quand même un sujet, une grosse problématique quand même, et que vous allez rencontrer, j'en suis quasiment sûr, malgré, c'est pas une question de quantité en fait que vous collectez, mais je pense que c'est vraiment un sujet très complexe, et dont la province, et dont les provinces en général ont conscience, et qui cherchent à travailler avec l'ensemble des acteurs, et qu'on ne résoudra que en travaillant entre tous les membres, tous les acteurs de la filière, qui à la fois s'occupent de la réglementation, comme l'a rappelé Hubert, qui est nécessaire et qui est très importante, les acteurs de la recherche qui génèrent de la connaissance, et les acteurs du développement qui cherchent à développer une activité derrière qui crée des emplois et de la valeur. Donc c'est un travail qui est très complexe, hein. Je pense que ça fait vraiment l'occasion d'une discussion à part entière. Et après, s'il y a des questions là-dessus, je serais heureux d'y répondre également. Mais c'était plutôt poser une question, moi, qui m'intéressait sur le modèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le modèle économique, puisque c'est quand même des travaux qui reprennent finalement la philosophie de beaucoup de laboratoires de recherche, soit universitaires, soit privés ailleurs, et dont on sait historiquement qu'ils sont très compliqués économiquement à rendre viables. Alors, oui et non. En fait, nous, on sait ce qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur un modèle français de recherche où, en fait, tu fais de la recherche fondamentale, tu fais des publications, et puis au bout de 10 ans, tu sors une molécule. On va travailler à l'américaine, avec un chercheur formé aux États-Unis, et un chercheur trouveur, c'est-à-dire avec une personne qui a déjà trouvé en fait la fameuse molécule dont je vous ai parlé, qui est en train d'étudier pour traiter le glioblastome, qui donc c'est une tumeur du cerveau qui est incurable. Voilà. Et donc qui est en cours, on est sur le point de trouver un traitement pour le glioblastome. Et ce traitement, ça vient du venin de cône. Et la personne qui a mis au point cette molécule, qui est l'inventeur de cette molécule, elle va travailler pour nous. Donc rien comme ça, rien qu'à dire ça, moi, ça me suffit. C'est-à-dire que début de l'année 2022, on est en route. Fin 2022, on fait nos premières publications. Et dans 5 ans, on a déposé nos premiers brevets. Nous, on est une société privée. On va avancer à la vitesse d'une société privée et on ne va pas s'embêter avec des organismes publics qui pourraient être des freins, comme tu en as rencontré. On va passer sur du financement privé et on attend de l'aide de pas grand monde. Et on sait déjà où on va, en fait. Notre seul but, c'est de faire ça en Calédonie, pour contribuer au destin commun. Et c'est pour ça qu'en fait, les coutumiers sont avec nous, c'est-à-dire qu'ils croient aussi au destin commun, et ils croient en notre projet, et ils pensent qu'on va créer de la richesse. Il faut savoir, par exemple, une molécule dont je vous parle depuis 10 minutes là, sur le glioblastome, d'un point de vue commercial, ça vaut 400 millions de dollars. Donc, si vous en trouvez une seule, c'est bon, et nous, on sait où on va chercher. Oui, mais combien d'investissements ? C'est ça la question, c'est le pendant, c'est de... Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que vous savez vers quoi on va investir. Enfin, je sais pas, en fait, moi, on va investir 1 milliard de francs Pacifique. Le but, c'est à l'issue, effectivement, de sortir des molécules qui coûtent jusqu'à 400 millions de dollars.
Et quand vous dites, enfin je sais pas moi je veux pas vous forcer à dire des choses ou quoi, hein, c'est juste, je sais pas ce que vous. Où est-ce qu'on trouve notre milliard? Non, quand vous dites que vous savez où vous allez, c'est que vous savez sur quel sujet. Ah bah là, sur ça quel devient secret défense là. D'accord. Tu sauras pas. Okay. Merci beaucoup, voilà. Eric. Merci beaucoup. Alors justement, puisqu'on parle des moyens financiers, je vous propose d'aborder les outils et les dispositifs financiers qui existent aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Non, je te voyais prendre le micro, c'est pour ça. Donc, notamment avec l'ADEME, il y a plusieurs dispositifs qui existent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler, Caroline? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, modestement, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas les seuls. Oui, non, bien sûr, on va faire une petite présentation. Je l'ai évoqué à l'instant, donc c'est vrai que je l'évoquais un petit peu tout à l'heure rapidement. Donc, l'ADEME, donc on a un partenariat avec chacune des provinces sur la question en fait, de la modernisation de la gestion des déchets et le développement de l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, bon, c'est un mot assez vaste et qui va chercher derrière beaucoup d'activités économiques liées à la fois sur la valorisation des déchets en matières premières secondaires, mais pas que. C'est aussi toute la conception de l'offre des entreprises sur la vente de services et non pas de biens. Des exemples simples ou en tout cas connus, c'est la vente par exemple non pas de la photocopieuse, mais le fait de faire des unités de photocopie et pas la photocopieuse, ou de vendre des kilomètres et pas des pneus. Enfin, voilà, il y a tout ce champ des possibles. Donc ça, on peut l'accompagner. Je vois d'ailleurs, il y a l'entreprise Yannick Lenoc qui est dans la salle que j'aperçois là-bas, qui a pu bénéficier de nos financements. Donc tout ça pour dire, voilà, on a des dispositifs de soutien avec les provinces, le sud, le nord et aussi les îles Loyauté, où on va accompagner les entreprises, également les collectivités, mais aussi les entreprises qui ont des projets qui vont viser le développement de l'économie circulaire. Je cite par exemple, aujourd'hui, en fait, donc il y a la PCRT en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Pacific Clean Round Table, donc c'est la table ronde du Pacifique sur la gestion des déchets, donc c'est un événement régional, même d'ailleurs pas que régional, parce qu'on avait des interventions aussi d'autres pays en dehors de la région, et on a pu voir une entreprise qui est située au Mont d'Or et qui recycle le verre pour faire du sable de verre, et avec certaines catégories des déchets plastiques qui fabriquent des dalles pour les espaces verts. Voilà. Elle a pu intervenir dans le cadre de ce forum régional. Et donc tous les autres pays états insulaires disaient « Waouh, c'est une super idée, peut-être qu'on essaye aussi chez nous ». Enfin, voilà, donc ça contribue à l'innovation et on peut modestement, on va dire, contribuer et financer, accompagner des porteurs de projets. Alors il y a l'aide financière, mais avant l'aide financière qui peut prendre du temps, il y a des complexités administratives. Ça, je l'entends, hein, bien sûr. On est aussi là pour accompagner techniquement les projets et aussi voilà, éventuellement les mettre en relation, en réseau avec notre réseau d'experts, en tout cas côté ADEME. Donc ça sur la question de la modernisation de la gestion des déchets et aussi sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, développement des énergies renouvelables et écomobilité, où là c'est le partenariat avec l'Agence calédonienne de l'énergie, où pareil, sur le même principe, ensemble, on cofinance des projets portés par des entreprises, aussi des collectivités ou des associations. Voilà, on est un des acteurs, mais on n'est pas les seuls, bien sûr. Tu évoquais justement territoire d'innovation, on en parle après. Donc, Merci Caroline. Alors justement, tu allais citer Territoire d'innovation. Donc c'est un dispositif qui a pour objectif de faire émerger de nouveaux modèles de développement territorial, à la fois innovants et exemplaires, qui s'inscrivent bien sûr dans le développement d'une économie durable, qui participe également à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc j'espère que j'ai tout dit ce qu'il fallait. Mais Bertrand va venir nous en parler. Donc Bertrand Thureau du cabinet de Joseph Manoté, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors Bertrand, je vais te donner... je vais récupérer le micro et voilà, je vais changer la Charlotte. Ah, protocole sanitaire oblige. Bonsoir à tous. J'ai gardé mon petit pense-bête, je vais essayer de ne pas m'en servir. Territoire d'innovation, c'est un appel à projet de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir. Alors c'est la Nouvelle-Calédonie qui porte le projet global,
Et nous avons commencé à travailler sur le sujet. C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons commencé à travailler sur le sujet en septembre 2017. Et c'est seulement en septembre 2019 que le Premier ministre a annoncé que la Nouvelle-Calédonie était le seul lauréat de cet appel à projet au niveau national. Il y a 24 lauréats répartis en métropole, et il y a un seul projet d'outre-mer, c'est celui du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez que c'est assez long, hein, et donc on voit bien que ces appels à projets, ça peut être intéressant, mais c'est souvent assez long à mettre en œuvre. Alors le dossier qui a été présenté, c'est comment faire de la préservation de la biodiversité calédonienne un moteur de croissance dans le Pacifique, avec le parc naturel de la mer de Corail comme vitrine. En réalité, donc l'État donc on a regroupé un ensemble de partenaires, soit des entreprises, soit des collectivités, soit éventuellement des associations. Donc tous ces gens viennent avec un projet qui va être financé soit à travers des subventions. Donc dans ce cadre-là, on récupère au total 1,8 milliard, 700 millions en subventions et 1,1 milliard en prise de participation. Alors le porteur de, enfin comment dire, l'initiateur, c'est la Banque des Territoires, c'est le groupe de la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est un grand groupe de l'État français. On a, alors je vais me focaliser plutôt sur la subvention. On a dans ce cadre-là 11 porteurs de projets calédoniens, dont Paul, hein, qui travaille notamment sur les biotechnologies. Et puis, pour vous citer quelques exemples, l'OPT aussi travaille sur un smart cable en anglais, avec le Vanuatu. On a aussi une société qui travaille sur les microalgues pour éventuellement étudier la possibilité de produire de la spiruline. C'est un complément alimentaire très riche en protéines. Nous avons aussi un projet de ferme corallienne avec la province des îles. Une société qui travaille sur le recyclage des bateaux de plaisance. Vous avez peut-être entendu parler aussi de l'unité de transformation des déchets de poissons qui est basée en province des îles. Et puis enfin un projet emblématique qui est pour l'instant encore à l'état d'esquisse, la Cité de la Connaissance, qui est en fait l'idée, c'est de construire un bâtiment qui permette de regrouper dans un même lieu à la fois des représentants de la recherche, de l'innovation et de l'entreprise, et de faire un lien aussi avec une mise en valeur de notre patrimoine naturel et culturel, et également historique, à travers différents musées qui pourraient trouver leur place aussi dans cette Cité de la Connaissance. Donc voilà, on est engagé avec l'État et la Caisse des dépôts et consignations depuis 2019. Les choses avancent doucement, plus doucement qu'on le voudrait à cause notamment de la crise Covid, hein, qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Mais l'objectif, si vous voulez, c'est de faire prospérer ces projets pour arriver à démontrer qu'on a la capacité à changer de modèle économique, c'est-à-dire avoir un modèle économique qui est fondé sur ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, et non plus une économie extractive qui soit au détriment de l'environnement. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que cette ambition diffuse en Nouvelle-Calédonie et qu'on trouve d'autres sociétés, d'autres partenaires industriels, économiques, qui puissent intégrer territoire d'innovation. Aujourd'hui, l'enveloppe, je vous l'ai indiqué, elle est de 1,8 milliard, mais elle a vocation à augmenter si on trouve des acteurs économiques qui sont prêts à porter des projets en lien avec le parc naturel de la mer de Corail, des projets innovants et qui sont donc fondés sur cette idée d'un nouveau modèle de croissance qui s'appuie sur la préservation de la biodiversité. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci Bertrand pour ces explications. Donc si demain un porteur de projet souhaite monter un dossier, concrètement,
Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors, il faudrait qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse échanger. On est assisté par le service de l'aménagement et de la planification chez nous, Frédéric Guillard, qu'on a vu tout à l'heure, qui est, lui, dans plutôt l'ingénierie du processus territoire d'innovation. En réalité, la Nouvelle-Calédonie récupère des fonds de l'État et ensuite les redistribue directement aux porteurs de projets. Et ensuite, il y a aussi un travail avec l'ADECAL qui va être là dans un mode plus d'accompagnement technique et, je dirais, économique et financier pour faire en sorte que le projet qui est présenté tienne la route économiquement, de manière à ce qu'il puisse être validé par nos amis parisiens et à ce qu'il puisse intégrer l'ambition de territoire d'innovation. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bertrand Thureau? Oui. Ah, alors, oui, je suis désolée, hein. On est vraiment tenu au protocole. À ce moment-là, il faut que tu remettes ton masque, Julien, si tu prends ce même micro. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir Bertrand, je voulais vous poser une question. Vous faites partie du gouvernement ou de la province Sud? Parce que j'ai vu des appels au projet de la province Sud, une grosse campagne d'information là-dessus, mais j'ai jamais vu passer de campagne d'info pour le gouvernement, de la part du gouvernement. Donc est-ce que c'est prévu ou est-ce que... Je travaille effectivement pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le projet territoire d'innovation, donc il y a un ensemble d'entreprises qui sont d'ailleurs regroupées dans un consortium pour travailler sur le projet. Et là, on arrive à une phase du projet où l'objectif, c'est d'essayer de dynamiser ce consortium et de l'élargir éventuellement à d'autres entreprises. Et donc, on est en train de faire une tournée des chambres consulaires, organisations patronales, pour essayer justement d'identifier des nouveaux projets qui pourraient intégrer ce processus de territoire d'innovation. Alors, j'ai parlé d'une partie seulement sur les aspects de subvention, hein, c'est-à-dire que là, c'est des subventions qui viennent accompagner une activité économique. Tout à l'heure, Paul en a parlé. Hein, l'idée, c'est d'avoir un effet de levier pour mettre le pied à l'étrier d'une start-up généralement, pour lui permettre de se développer. Mais il y a aussi des dossiers en prise de participation. Donc là, ça suppose généralement d'avoir des sociétés un peu plus solides financièrement, un peu plus importantes. Et là, c'est une prise de participation par la Caisse des dépôts et consignations, donc un partenaire très solide. Alors évidemment, il rentre dans le capital à hauteur de 30% généralement, mais ça permet d'avoir aussi des apports financiers qui peuvent être importants. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Alors moi j'ai une question, justement, on a parlé de matière grise, on a beaucoup de jeunes docteurs en Nouvelle-Calédonie, hein, donc titulaires d'un doctorat, qui ne trouvent pas forcément de travail dans la recherche. On a de l'autre côté on a beaucoup de potentiel, on a des dispositifs de moyens financiers pour être accompagnés. Comment est-ce qu'on pourrait encourager les jeunes, ces jeunes cerveaux, à se lancer dans une activité économique? Est-ce qu'on a des leviers pour ça? Je ne sais pas qui veut s'aventurer dans la réponse, mais parce que c'est pas évident déjà pour lancer une activité. Effectivement, on a besoin de matière grise, mais on a aussi besoin de gestionnaires, de financiers, de communicants. Oui, moi, madame. je vais parler d'un petit projet qui se fait. On travaille au sein de la CECAL et on accompagne la province Sud sur des projets notamment qui s'appellent l'Écopole, qui a pour but, c'est vrai qu'on parle très peu des déchets dans ce reportage, qui fait pourtant partie de l'économie qui peut soutenable. Et notamment, on en est en phase programme, mais ça va être de faire des locaux mutualisés pour justement baisser des coûts pour des entreprises qui souhaitent se lancer dans tout ce qui est économie des déchets, recyclage des déchets. Donc il y a des leviers financiers, c'est certain, mais il y a aussi des leviers comme ça où en tout cas l'administration essaye de mettre à disposition aussi des emplacements pour ces jeunes entreprises qui souhaitent se lancer. Merci.
Oui, je pense qu'effectivement, pour te rejoindre, je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens pour les motiver. Les gens, certaines personnes sont motivées par des idées, par des rêves, par des projets, par des compétences, Je crois que ce qu'on essaye de faire ce soir et au quotidien dans les associations dans lesquelles on participe, c'est juste de passer le message que s'il y a des gens qui sont motivés, en tout cas... Il y a aussi des gens qui sont prêts à les accompagner, à les aider, à les soutenir, à partager nos expériences et nos connaissances à la fois des milieux, des marchés, des aides qu'on peut obtenir des différentes administrations, etc. Et partager évidemment les problèmes qu'on peut rencontrer pour les faire remonter et les dépasser quand on peut. Merci Paul. On va prendre une ou deux dernières questions et puis après on va clôturer. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question à la dame de la CECAL. Comment ça se passe pour monter les dossiers, justement, si on a des projets ? En fait, dans le cadre de ces projets, ça va être des appels à manifestation d'intérêt qui vont être faits, qui sont portés soit par la province sud, la CECAL, on accompagne dedans. Donc, dans le cadre de l'Écopole, l'appel à manifestation d'intérêt a déjà été passé et a déjà été clôturé, mais il sert à alimenter le projet par la suite. C'est-à-dire que ça va être... le but, c'est d'avoir des locaux mutualisés et éventuellement par la suite des docs mis à disposition. Mais là, en l'état, par exemple, l'appel à manifestation d'intérêt est clôturé. Après, il va y avoir de la publicité qui est faite dans les Nouvelles-Calédoniennes, à la radio, ce genre de choses. Merci. Une dernière question ? Non ? Très bien. Alors, avant de laisser la parole à... Oui, il y a une dernière question, pardon. Oui. Ah, oui, attendez le micro, s'il vous plaît, parce que comme la soirée est filmée, on a besoin du son. Merci. Yes. Pour l'ADEME, est-ce qu'il y aurait des projets futurs sur peut-être un développement de l'écomobilité parce qu'on sait que la Calédonie est quand même un transport extrêmement carboné. Est-ce qu'il y avait des projets qui étaient en train de se préparer Alors oui, déjà il y en a pas mal en cours, c'est-à-dire qu'on avait lancé avec l'Agence calédonienne de l'énergie 2 appels à projets en 2018 et 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a accompagné pas mal de projets. Alors on avait à la fois des collectivités sur des plans de déplacement d'administration, des plans de déplacement aussi entreprises, des plans de déplacement, des plans de mobilité en fait inter-administration, inter-entreprise. Un des exemples alors emblématiques aujourd'hui, était tourné un peu au ralenti, c'est ce qui s'est passé sur Tontouta, où là en fait on a 12 entreprises, pas loin de 1000 salariés au total quand on intègre la Endel, les forces armées, etc. Et donc l'idée c'était sur un site, du coup regarder un peu les déplacements de tous les salariés et puis au final de faire un plan d'action et de mutualiser tous les déplacements et ça débouche sur des actions concrètes. Donc là c'est un exemple. Donc voilà, sur la partie on va dire plutôt ingénierie, diagnostic et proposition de plan d'action. Après c'est vrai qu'il y a des sujets notamment qui concernent moi, je vais parler d'un sujet qui me parle, les pistes cyclables. Voilà, c'est vrai quand on est cycliste sur Nouméa, mais c'est aussi valable dans les autres villes, on est à la recherche en fait d'infrastructures qui soient sécurisées. Donc il y a un certain nombre de pistes cyclables qui existent, mais on peut mieux faire entre guillemets. Et donc il y a quelques projets en cours. Mais là on est tout de suite sur des infrastructures assez lourdes. Et donc il y a des financements qu'on peut aussi mobiliser au niveau national, j'ai envie de dire, et d'ailleurs les acteurs le font, de rester en veille sur tous les dispositifs qui existent. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'aimerais, là, je vais formuler un vœu. Aujourd'hui, on est à l'université. Moi, ce soir, je suis venue en voiture. je regarde Bertrand. Voilà, on a une piste cyclable qui, pour moi, est
prioritaire à mettre en place compte tenu des impacts, des bénéfices en fait derrière les usagers potentiels, c'est bien celle qui relie voilà, les quais ferry à l'université. Les études sont faites, on a toute la partie ingénierie, il n'y a plus qu'à. Donc bon voilà, c'est vrai qu'il y a certains projets qu'on pourrait un peu pousser et moi j'invite les acteurs concernés à rester en veille sur les dispositifs financiers existants, soit au niveau local, soit aussi au niveau national, quoi. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Et moi, je vous invite à aller voir le replay du ciné-débat sur l'écomobilité qu'on a tenu ici au mois d'août, l'écomobilité, les transports de l'avenir, où il y avait justement plusieurs acteurs, hein, la province, la mairie, etc., avec lesquels on a parlé des projets. Donc voilà, avant de laisser la parole à Hubert Géraud pour conclure ce cycle des ciné-débats, je voulais juste revenir un petit peu sur les différents thèmes qu'on a abordés cette année, donc des thèmes qui sont importants pour la transition écologique et qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, on a eu, grâce à l'université, au Cressica et bien sûr à nos partenaires Caledonia, le WWF et Blue Green Productions, on a pu organiser un cycle de ciné-débat où on a abordé des sujets vraiment importants. Donc, le premier, c'était l'eau, c'est la vie. Ensuite, les réserves terrestres. Les envahisseurs sont parmi nous. L'écomobilité et les transports de l'avenir. Le potentiel des déchets organiques qui s'est tenu la semaine dernière. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'une économie soutenable ? Le dernier ciné-débat qui était prévu au mois de décembre a été reporté à la rentrée. Donc il concernera les réserves marines. Pourquoi est-ce qu'on fait des réserves ? À quoi ça sert ? On parlera de la plus petite réserve à la plus grande, le parc naturel de la mer de Corail. Et donc voilà, on a eu vraiment une année extrêmement riche. Toutes ces émissions et tous ces ciné-débats sont disponibles en replay sur le site de Caledonia. Vous allez directement sur YouTube, vous tapez ciné-débat empreinte écomobilité ou autre, et ça s'affichera immédiatement. C'est très très intéressant et je remercie à ce titre toutes les personnes qui nous ont accompagnés, dont l'ADEME fait partie, parce que c'est aussi un de nos partenaires, et tous les intervenants qui sont venus à la chaire, ainsi que le public fidèle qui est là chaque mois. Donc merci beaucoup et Hubert, je te laisse conclure ce rendez-vous. Merci Elisabeth, et puis merci à vous d'être là ce soir à partager ces sujets avec nous. Il y a un long chemin forcément pour arriver dans le monde dans lequel on a envie de vivre. Ce sujet ce soir, l'économie de la transition ou le développement soutenable, on l'appelle comme on veut, on y aspire tous. Il y a des choses qui paraissent un peu utopiques, d'autres qui paraissent beaucoup plus mûres. Ce qui est utopique demain ne le sera plus après-demain. Ça, il faut en être persuadé. Et donc, c'est pas parce que c'est à l'échelle de rêve que ce n'est pas faisable. Donc ça, c'est quelque chose qui doit véritablement tous nous animer. On a une nature extraordinaire ici. Sur la planète, on a une nature extraordinaire. Ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle vit, qu'elle se développe. Et c'est donc le plus fabuleux laboratoire de recherche et développement, puisque ça fait 3,8 milliards d'années que la nature doit faire face à des problèmes et doit les solutionner. Et nous, on a aussi, l'humanité, des problèmes et on doit trouver des solutions. Donc soit on met le même temps que la nature pour les résoudre, soit on regarde comment elle est faite, on s'en inspire, et là, on s'inscrit véritablement dans la modernité du XXIe siècle. Et quand on regarde un aigle siffleur, par exemple, en brousse au-dessus des prairies à Boulou-Paris, eh bien, on peut juste voir un aigle siffleur. Et puis, si on met un petit peu de connaissances, eh bien, on va se rendre compte qu'il économise ses efforts pour cercler au-dessus de la plaine, parce qu'il relève les plumes de ses ailes au bout. Et l'aéronautique a regardé comment ces rapaces faisaient et économise 2% de son carburant grâce aux winglets qui sont au bout des ailes. Voilà, juste en regardant, elle a commencé un moment à s'inspirer des rapaces. Si vous allez dans le lagon sud, alors elles sont reparties, les baleines à bosse, il y a un siècle, valoriser
ce patrimoine naturel, c'était planter un harpon dans la baleine. Depuis quelques décennies, valoriser ces baleines, c'est aller les regarder en les embêtant le moins possible, donc par le biais du whale watching qui est bien encadré aujourd'hui. Et puis d'autres ont regardé les baleines d'un peu plus près, et ces mêmes baleines que l'on regarde, on les trouve un petit peu disgracieuses parfois sur les pectorales, avec ces espèces de protubérances que vous voyez sur le bord d'attaque. Eh bien, d'autres, on les ont regardées, ces protubérances, et se sont rendus compte qu'elles permettaient une meilleure pénétration dans l'eau de l'animal, et donc lui procuraient des économies d'énergie. Et en Amérique du Nord, puisque c'est une baleine qu'on retrouve un peu partout, eh bien, une entreprise d'éoliennes s'est inspirée de la baleine à bosse qu'on a dans le lagon pour créer un modèle d'éolienne avec ces rainures, ces protubérances qui font gagner 20% de rendement. Donc, à chaque fois que l'on regarde un élément de la nature, eh bien, il faut s'interroger sur la manière dont on le regarde. Et moi, je suis persuadé, et vous en êtes pour beaucoup un magnifique exemple avec vos projets. Il y avait beaucoup de biomimétisme, finalement, qui est un gros mot, mais dans la salle, dans vos propos, c'est qu'on a un potentiel extraordinaire devant nous à valoriser de manière complètement respectueuse. C'est à nouveau, c'est investir, aider nos jeunes, et on est dans le meilleur endroit pour le dire ce soir, de les accompagner pour nourrir leur curiosité, leur donner les outils pour décortiquer la nature et comprendre comment elle fonctionne et construire les solutions de demain. On pourra prendre plein d'exemples, et vous en connaissez plein à travers le monde. Les velcro qu'on a maintenant beaucoup sur nos vêtements, c'est une plante européenne, la bardane, un chercheur qui a regardé, qui s'en est inspiré. Je fais le lien avec l'ADEME, tu parles d'écomobilité. Les voitures, depuis 1960, en Europe, ont augmenté leur poids, malheureusement, de 60%. Or, on sait que plus un véhicule est lourd, et plus il va émettre de CO2. Eh bien, il y a un véritable enjeu à investir sur des voitures moins lourdes, et en regardant la nature, eh bien, on peut trouver plein de structures naturelles qui économisent la matière tout en produisant de la solidité et de la souplesse. Donc on est vraiment à un virage aujourd'hui. Alors à un virage, Léonard de Vinci avait regardé les chauves-souris pour créer les premiers hélicoptères. Bon, mais on est à un virage qu'on peut saisir, et la Calédonie a tous les atouts en main. C'est-à-dire qu'on a nos propres outils fiscaux, on ne dépend pas de la métropole pour ça, on a nos propres règles, nos propres lois, et donc on a en main, on est 270 000 à pouvoir inventer le monde dans lequel on a envie de vivre. Et ça, quand on parle de transition, c'est plutôt encourageant. En ce moment, on a plutôt tendance à voir des choses un peu noires, mais il y a plein de choses, et ce soir vous l'avez bien illustré, il y a tout le terreau nécessaire pour nous faire réussir cette transition au XXIe siècle. Mais il ne faut pas tarder, car il faut respecter le conventionnel, mais il faut s'engager dans cette voie beaucoup plus désirable pour nous tous et surtout pour nos enfants. En tout cas, merci à vous. Merci Hubert pour cette belle conclusion, ce beau message. Juste une petite information, il y a une erreur d'affichage. La diffusion télé de l'émission sur les réserves marines sera le samedi 18 décembre et non le samedi 9. C'est une petite erreur, voilà. Merci beaucoup et puis on espère vous revoir à la rentrée. Merci à tous.